Salut la gang de Riders! Aujourd'hui dans le podcast MotoX, on a quelqu'un de big là. Un très gros nom, homme le plus fort du monde en 2002, animateur, entrepreneur, cuisinier à ses heures, mais aussi, ce que je savais pas, fan de moto. Fait que restez là, l'autre bord de la track, on reçoit Hugo Girard! Dans le podcast MotoX avec la pro des réseaux sociaux. Andréane? Hello! Comment ça va? Ça va très bien, toi. On se tente jamais de cette petite toune langoureuse-là. C'est très langoureux. Hein, ça nous met où dans l'ambiance? J'aime ça. Ça m'a pris 2 minutes en plus à la choisir dans la banque de tunes. Puis ça fait la job en masse. Ça fait la job. T'es pas discrète aujourd'hui? Non, moi, on m'a dit, on a un invité de marque. Oui. Alors, tu dois mettre la paillette. Ça prend de la paillette. Ça marche-tu, c'est correct? Ça prend de la paillette. Faut que ça soit un petit peu showbiz. Faut que ça punch. Oui, on a un invité de marque aujourd'hui. Hugo Girard. Hey, je suis content d'être là, mais je pense que ça tendait à Jean-François Mercier. Je disais hier dans le bain, j'aime ça prendre des bains, confession, mais j'avais comme le mauvais nom, c'est la mauvaise face. Parce que c'était cette face-là que j'avais dans la tête, mais j'avais juste pas le bon nom. Ça arrive des fois. La face, le corps, tout. Ben, tout aussi, là. Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'avais comme une blague de mauvais goût parce que je disais, je voulais dire comme intro, on a un gros nom aujourd'hui comme invité. Mais je voulais pas vraiment dire, mais là, je l'ai dit, c'est trop tard, là. Il doit l'avoir entendu souvent. Ouais, on a un gros nom. Là, je m'assume, ouais. là. OK, c'est vrai, on a un gros nom. On a un gros nom, Hugo Girard. Donc, merci d'être dans le podcast aujourd'hui avec nous autres. Ben content de te recevoir. On est vraiment contents, c'est oui, fun. Et les gens pensent pas nécessairement Hugo Girard, moto, il n'y a pas vraiment de lien, mais non, détrompez-vous, il y a plus de liens que vous le pensez. Parce que là, quand on pense à toi, Hugo, on pense automatiquement à ton titre de champion du monde d'homme fort. Tu fais plein de shows télé, la réno, la bouffe. Mais moi aussi, j'étais la première surprise. T'es un tripeux de char, de moto, de moteur. Tout ce qui est un moteur qui fait du bruit puis qui va vite. Mais oui, un vrai gars. J'ai pas le talent à Ben, là, mais à un moment donné... C'est un peu de la folie, c'est pas vrai. Ouais, toi, c'est un autre niveau, là. Ouais, non, c'est un peu une question de la cascade, là. Mais c'est cool, fait que c'est ça, on sait pas ça de toi vraiment, là. Non, moi, j'ai toujours... quand j'étais jeune, je viens de la Côte-Nord, puis... il y a le banc de sable, il y a le bois, puis tout le monde avait des 4 roues, des motos. Oui. Malheureusement, moi, chez nous, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, fait que j'étais en bicycle à pédale. Ça, c'est quand ils n'étaient pas brisés. Fait que là, souvent, j'embarquais avec des gens qui en avaient, puis j'en ai jamais eu quand j'étais jeune. OK. Puis là, éventuellement, j'ai vieilli, j'ai commencé à gagner ma vie, puis là, je me suis dit, mais là, je vais me gâter. Ouais. Fait que ça a commencé avec un TL1000 que j'ai acheté, puis c'était quand ils ont changé la loi sur les permis de conduire. Tu allais chercher ton temporaire, mais tu pouvais conduire quand même accompagné sans avoir le cours. Fait que moi, j'ai appris sur le tas. Comme moi. Comme Ben, parce que Ben, il y a bien des gens qui le savent pas, mais il n'y a pas de permis de moto non plus. Non. Ah ouais? J'ai jamais eu de permis de moto de ma vie. Je t'ai vu conduire, puis je me demande pas pourquoi. J'ai jamais eu de permis de moto, puis non, c'est une des affaires qu'on apprend sur le tas un peu, puis oui, c'est ça. J'ai quand même été coaché, mais... Puis l'autre affaire que tu fais sur le tas, c'est que la première affaire que tu fais quand tu embarques dessus, c'est... Oui. Ça va-tu vite? Oui. Non. Je me souviens de mon premier virage. C'est à peu près comme les gars qui ont rentré dans le World Trade Center, là. Ils savaient pas comment atterrir, moi, ils savaient pas comment virer. Ouais, ça a pas bien été. Mais non, ça a bien été, mais j'ai eu chaud. Ah ouais? C'est ça l'affaire, des fois, que j'ai vu... souvent arriver, c'est que il y a des gens comme ça qui achètent des motos, puis ils connaissent pas vraiment ça, ils suivent pas le cours ou rien de ça, puis ils se font peur. Puis trop téméraire un peu aussi. C'est pas téméraire, ils achètent une grosse moto, puis il arrive des accidents, puis souvent ce qui arrive, c'est que la personne, ben là, t'as un petit peu refroidi avec ce qui se passe, et avant la moto, et ça s'arrête là. Tu sais, ça, c'est plate. Ouais, tu sais, ça, t'as deux choix. Soit tu te fais peur, ou bien tu dis, hey, c'était le fun, ça. Donc là, c'est encore une moto aujourd'hui. J'en conclus que tu as trouvé ça le fun, même si tu as eu un peu peur. Oui, j'en ai 2. Okay. Donc, j'ai une moto sport, j'ai un Harley. Nice. Fait que quand ça me tente d'aller vite, je prends le Harley. OK. Puis quand ça me tente d'aller mollo, je prends moto sport. OK. Le meilleur des deux mondes. Ouais. OK. C'est cool. quoi ton bike sport? J'ai un H2. OK. Ouais, ça marche pas pire. OK. Puis, fait que t'as-tu déjà fait de la moto en route ou... J'en ai fait un peu. OK. Encore une fois, quand j'étais sur la Côte-Nord, mes chums en avaient. Ouais. Mais j'ai pas
j'ai loin d'avoir ton talent, puis j'ai pas pu développer vraiment Ouais. mes habilités là-dessus. Là. Donc, en moto de route, ça va bien. Puis c'est pas la même conduite, parce que quand j'ai commencé à faire de la moto de route, j'avais tendance d'un virage à sortir le pied, parce que tu le fais en motocross. Ben oui, c'est ça, exactement. Ben moi, C'est la bonne technique. C'est ça. Ouais. Non, en motocross, c'est la bonne technique, mais pas en moto de route. Non, parce qu'en moto de route, c'est pas terrible. Non, c'est comme la... Mais ça, c'est un réflexe. Puis j'avais le même réflexe que toi. C'est rare que je conduise des motos de route, mais quand j'en ai fait... Surtout pas de permis. Hein? Ah, c'est Non, ça. c'est ça. Non, mais j'en ai déjà fait sur des circuits à Saint-Eustache. J'en avais déjà fait pour un tournage, je pense. Puis j'avais tellement le réflexe de motocross. Je tournais, je sortais ma jambe. J'avais zéro la bonne technique pour une moto de route, une moto sport. C'est comme c'était la chose à ne pas faire. Mais non, c'est quelque chose. Les motos de route, là, c'est tellement puissant aujourd'hui. C'est tellement... faut faire attention. Puis les conditions au Québec, c'est pas du tout idéal avec les routes qu'on a, le printemps, ces affaires-là. Et même moi qui je gagne ma vie à faire de la moto, même ça, je suis comme... tu sais, puis il faut que tu fasses attention pour les autres. Il y a les autres qui ne voient pas nécessairement des trucs comme ça. Ça, c'est dangereux. Puis ça n'a rien à voir avec ta conduite. Mais tu l'as en moto, mais tu l'as en voiture aussi. Oui, ça, moi, je l'ai vraiment, ce réflexe-là, de conduire toujours pour les autres. Il faut. T'as pas le choix, pas en moto, mais ça pardonne pas. C'est ça. C'est ça l'affaire, ça pardonne pas. En voiture non plus, d'ailleurs, mais c'est juste que t'as un peu plus d'habitacle pour te protéger. Mais ce réflexe-là, moi, j'ai du plaisir à le faire parce que je m'évade. Je pense que la plupart des gens, c'est ça qu'ils font. T'as un sentiment de liberté que tu ne retrouves pas nécessairement en voiture. C'est juste le contexte de danger. Puis moi, j'aime pas ça quand il pleut. Ouais. Ça me prend des belles conditions pour avoir du plaisir à le faire. Donc, il y a un vrai tripeux de moto. Ils ont le kit de pluie et tout ça, mais j'ai pas la même sentiment d'être en contrôle lorsque je suis sur le pavé mouillé. Là. Non, c'est ça. T'as rappelé ça, Adrien, l'année passée, on s'en allait faire un show à Rimouski. On avait croisé un couple en Spider, mais c'était une orage. Ça, c'est pas une moto, un Spider. Là. C'est pas une moto. 3 heures qu'ils attendaient en dessous du viaduc que l'orage passe. Mais la joke, ça, on les a vus sur l'autoroute, je pense, puis là, ils mouillaient. Puis là, moi, je riais d'eux autres un peu. Je faisais des stories sur Instagram. Hey, le Spider, puis tout ça. On les avait recroisés genre dans le parking du McDo. C'est ça, on arrête au McDo à Montmagny, on a fait de même, puis on les recroise. Même Spider Blanc, le petit couple. Hey, comment ça va, tu sais? Ouais. Mais Hugo, dis-moi, est-ce que t'as le temps quand même de faire un peu de moto? Parce que là, t'es tellement un gars occupé, tu sais. Bon, t'as ton gym, t'as ta business de protéines et de suppléments en lien avec l'entraînement. Tu fais des shows télé, t'es porte-parole de BMR, tu fais comme un paquet de trucs. Est-ce que t'as le temps d'en faire de la moto l'été? Pas autant que je voudrais. Mais moi, je calcule pas ça comme ça. C'est le temps que je le fais, ce que ça m'amène comme bien-être, ça le vaut. Ouais. Profiter du moment présent. Exactement. Donc, parfois, ce qui va arriver, j'ai comme une routine. Je pars le matin, je vais porter mes chiens en garderie. Donc, il y a une garderie, comme des enfants. Là, je débarque, j'ouvre la porte, ils rentrent en dedans. Je rentre chez nous, je sors la moto, puis je m'en vais au gym où je vais faire d'autres choses. Okay. Mais ce moment-là, même si c'est pas long, ça fait mon bonheur, puis ça prend pas grand-chose. Ouais. Puis je pense que c'est vraiment important, c'est pas la quantité, c'est la qualité. J'aime ça, bien dit. C'est la même chose au niveau des voitures. Moi, je suis un gars... j'en ai quelques-uns véhicules, puis c'est la même affaire. J'ai pas la chance de pouvoir m'amuser autant que je voudrais avec, mais quand je suis derrière le volant, j'aime ça. Puis ce feeling-là, parce que des fois, je me dis, je devrais le vendre, mais je trippe, puis maintenant, l'avantage que j'ai, c'est que je peux le faire avec mon gars. Oui. Est-ce qu'il a les mêmes passions que toi? Ah oui, il aime ça. Ouais, des fois, il va lui demander, il va dire quel véhicule qu'on prend, là, puis là, il va me le dire. OK, c'est beau, on va prendre ça. Ouais. C'est quel genre de char qui t'allume? Vintage, sport? Muscle car. Muscle car? Ouais. Muscle car. Nice. Toi aussi, t'aimes ça, hein? Ben oui, mais ça, c'est de l'art. Ces chars-là, là, c'est des trucs, c'est vintage, ça vieillit bien. Moi, j'ai une Mustang 1965, le premier modèle, la première année. 64,5. 64,5, là. Fait que premier modèle de Mustang bleu, ben simple, mais quand t'embarques là-dedans et tu roules ça, c'est comme wow. T'en as-tu un muscle car? Moi, j'ai un Dodge Charger SRT8 modifié. Fait qu'on a fait une couple de modifications. À vrai dire, il n'y a plus rien du véhicule d'origine à part la coquille. OK. Fait qu'on a mis le force là-dedans. On a mis, juste pour te dire, un Monster Truck, c'est 1500 forces de moteur. Lui, il y en a 1000 dans un char. OK. Fait que ça avance, puis ça dépeigne, puis c'est vraiment plaisant. On peut pas exploiter comme on voudrait, mais c'est pas ça. C'est le sentiment de l'avoir puis de l'entendre ronronner. Oui, le son de ça. Le son de ça. Tu donnes un coup de gaz, tout bouge. Est-ce que tu l'as essayé sur une piste? Je l'ai essayé. Je suis allé à Saint-Eustache. Je suis allé à Mirabel. Oui. Ouais, puis j'ai eu pas mal de fun. Je l'ai pas exploité comme
J'aurais pu. Ouais. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma transmission. Je me demande pourquoi. À vrai dire, la transmission était correcte. C'est, quand on l'a monté, ou plutôt le gars qui l'a monté, il a downsizé les fittings pour les hoses. Donc, ça veut dire que l'huile ne sortait pas. La transmission chauffait. Ça fait qu'après 3 transmissions, on a fini par trouver c'est quoi le problème. Ouais. On l'a arrangé. Ça a coûté beaucoup de sous. Fait que là, c'est ça l'affaire. Ça coûte tout le temps cher, ces bébés-là. C'est une passion qui coûte cher. Ah! Mais en même temps, tu peux bâtir un véhicule qui te ressemble puis qui t'emmène t'as de l'histoire. Je pense que de participer à tout ça puis de le monter comme tu le veux, il y a un peu de toi dedans. Puis ça, ben, j'étais un peu ce genre de personne-là. C'est comme mes trucks, je les personnalise aussi. Oui. Fait que ton camion, tu veux qu'il y ait de quoi qui te ressemble parce que quand tu embarques dedans, c'est un peu une extension de toi-même. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Absolument, absolument. Mais les gens le savent pas, mais on a la moto comme ça, qu'on a un lien. Là, mais on a aussi un ami en commun. Les gens ne savent pas, Félix Trépanier, qui est à l'origine de MotoX, le brand, la marque, le show de télé. Félix qui est... écoute, moi puis Félix, on a travaillé des années ensemble. On avait produit des DVD de moto à l'époque où les DVD se vendaient. Maintenant, who cares about the DVD? On va le recevoir d'ailleurs au podcast, Félix. Absolument. Et moi, je vous vois le punch, là. C'est pas grave. Alors, Félix, prépare-toi. C'est sûr que moi, je vais lui demander qu'est-ce qu'on ne sait pas à propos de Ben Milo. Fait que prépare-toi. Non, mais ça va prendre plus qu'un show. Hein. Non, c'est ça. On en fera 2, c'est pas grave. Tellement d'histoires. Mais donc, on a Félix en commun. Félix qui est réalisateur télé, avec qui tu as travaillé sur plusieurs émissions. C'est ça, c'est que Félix, là, à l'époque, il était réalisateur de MotoX, le show de télé qui était à RDS, sur la moto, le championnat canadien, tout ça. Nous autres, on a travaillé ensemble sur différents projets. Félix a été réalisateur pour mon show, Miloland, qu'il y avait à Z-Télé. Et là, paf! Travaille avec Hugo Girard. Et là, je me rappelle, je travaille avec Hugo, puis là, on a des séries, puis là, on s'en va aux États-Unis, puis on visite les villes les plus dangereuses en Amérique, c'est malade, puis ça. Puis il me racontait tout le temps plein d'histoires de Hugo. Puis moi, je tripais bien raide sur le projet, puis la série télé sur laquelle il travaillait avec Hugo. Donc voilà, on a... Et c'est un peu, on va se dire... Ben, c'est pas juste un peu, c'est vraiment à cause de Félix. Pourquoi t'es ici? Parce qu'il nous a vraiment mis en lien, parce qu'on se connaissait pas à la base, mais j'avais beaucoup entendu parler de toi. Donc, on a Félix qui est là. Puis, je veux qu'on en parle, Ben, de ce show télé-là particulièrement, là, les villes les plus dangereuses du monde que tu as fait. Aux États-Unis, vous êtes allé en Europe aussi, je crois. On a fait en Europe, le contexte est différent. Ça s'appelait... à ce moment-là, oui, c'était à vos risques et périls. Excuse-moi, là, on a tellement fait que je commençais... Fait vraiment beaucoup. Mais c'est fou, ça, comme projet. Partant d'envoyer quelqu'un, hey, on va t'envoyer dans les villes dangereuses. Tu sais, faut un peu être fou pour dire oui, là, on va dire les vraies affaires. C'est ça, parce que Félix, il me disait les trips qu'il faisait puis ce qui se passait quand vous avez filmé ça. Puis j'ai dit, Félix, fais attention. C'est un peu surréel ce que vous avez vécu. C'est dangereux. Tu sais, tu contrôles pas ce qui se passe. C'est ça l'affaire. Il y a l'improvisation. Tu sais jamais ce qui va se passer devant toi, là. Tu sais, ce qu'on avait comme équipe, là, c'était parfait. OK. T'avais exactement les personnes que tu devais avoir pour faire le show. Oui. Félix est réalisateur, il fait la caméra en même temps. Oui. Félix a un sang-froid extraordinaire. Oui. Il y a l'audace du producteur il sait ce qu'il veut l'avoir. Oui. Puis t'as besoin de ça. Oui. Moi, t'as l'ancien policier. Puis des fois, il faut que tu fasses le modérateur parce que, comme tu as mentionné, c'est vrai qu'on est dans des circonstances puis des endroits que c'est vraiment dangereux. Puis, eux, les gars de télé, que ce soit les caméramans, ils ont l'approche que c'est comme s'ils étaient ici. Puis le danger, mais si tu le sens pas... c'est ça l'affaire, c'est que l'aspect, faut que tu ailles, ils appellent ça streetwise. Hein, faut que tu comprennes un peu ce qui se passe. Puis moi, je viens de la campagne, j'ai jamais trop grandi en ville. Moi, je connais rien là-dedans, mais toi, je sais que t'es un ancien policier, tu comprends la game. Félix, il a grandi à Montréal. Fait que je pense que vous aviez ce sens-là pour comprendre, OK, il y a ça, il y a lui qui est là, c'est un louche, OK. Ah non, sérieusement, là, on n'aurait pas pu faire ça avec une autre équipe. Non, c'est ça. C'est impossible. Impossible. Qui c'est qui aurait voulu faire ça, anyway? Il y en a plein de gens qui me disaient, non, ils te posent des questions, sont fascinés, mais ils le feraient pas. Mais nous autres, je te dirais que c'est un peu l'inverse. Les deux, vous étiez un peu comme ça. C'est un défi, là. C'est un défi. Puis l'autre aspect, ça prend pas... ça prend pas des yes men faire ça. Ça prend du monde qui en a une paire puis qui se tiennent debout. Puis c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime d'un gars comme Félix parce que... Ils vont se dévouer au show, là. Ils vont se dévouer au show. Il sait ce qu'il veut puis il est conscient du danger puis il va. Puis des fois,
tu vas le ramener, puis des fois, ben, c'est l'inverse. Puis c'était pas toujours rose, mais c'est ce qui rendait ce show-là aussi vivant. Puis je pense que c'est ce qui faisait que les gens aimaient ça. Ben parce que ce qu'on voyait, c'est vrai. Là. C'est du real. Et ça a été un des plus gros succès de Évasion. Ouais. Quand même cool. Ce genre de show-là, quand même. Mais tu sais, moi, ma plus grande satisfaction, c'est pas que c'est un succès pour Évasion, c'est que les gens ont aimé ça. Oui. Puis, ultimement, c'est comment moi je me sentais là-dedans. J'avais vraiment l'impression... Tu fais de la télé, on fait des shows, mais ça, là, c'est complètement ailleurs. Oui. Ah, c'est différent c'est de complètement tout ce qu'on voit différent. habituellement. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, c'est unique. C'est unique, puis tu te sens spécial de pouvoir participer à ça. Ouais. Le retour de ça, c'est quand tu tombes dans la normalité... Ouf! Mais le retour a dû être dur quand même quand vous avez vécu là, des affaires. Il faut voir le show télé un peu pour comprendre. Là, mais de revenir un peu à la normale après avoir vécu tout ça, ah non, mais après ça doit prendre quelques jours d'adaptation. Après ça va faire des shows de barbecue, on s'entend d'ailleurs. Aussi. Mais quand je revenais, ça me prenait 2-3 semaines avant de reprendre. Puis on se parlait, moi et Félix, souvent. Puis c'était la même chose. Je me souviens, là, j'étais de retour chez moi, j'allais à la pharmacie, je faisais le tour de la pharmacie 2-3 fois avant de me stationner. Là, j'ai fait... Réflexe. J'étais à Saint-Jean, là. Je suis plus dans le hood, là. Shout out les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, là-bas, t'avais des façons de faire qu'on s'est développées pour s'habituer, puis tu dois sentir la place, t'en imprégner, puis on voit pas les choses de la même manière. Puis c'est en même temps ce qui fait en sorte que lorsque tu travailles, mais tu deviens un peu... T'es pas moins conscient du danger. Non. C'est que tu vas le voir venir parce que tu as un radar qui se développe. Ouais. Le street sense que tu parles, là, c'est là qui est important. Puis ce qui est important, c'est que c'est pas juste une personne qui doit l'avoir. C'est toute la gang. C'est toute la gang qui doit l'avoir. Ouais. Parce qu'on dépend tous un de l'autre. Tu sais, mais s'il arrive de quoi, je peux pas partir en camion puis laisser les gars là. Non. Donc, c'est la même. Puis les autres peuvent pas partir parce que c'est moi qui ai été. Tu sais... Mais c'est ça, je disais à Félix, et nous, c'est vraiment dans les villes les plus dangereuses, mais who cares? T'es avec Hugo Girard, le gars, c'est une armoire à glace. Il dit, il s'en calisse. Il dit, ils ont des guns. C'est vu de même. Tu sais, à un moment donné, on était à Baltimore, puis... Je te vois pas, Félix, je vais pas t'en raconter. Parce que je suis crampé, je suis sûr que Lucie, il crampait pas t'en raconter. On était à Baltimore, puis on se promène avec des anciens gars de gang qui, eux, travaillent ensemble pour désamorcer les crises entre les gangs. OK. Puis là, on se promène à pied avec eux autres, là, ça va bien. Puis là, on discute, ils nous emmènent d'un projet, ils nous expliquent la dynamique. Puis là, à un moment donné, mon Félix est là. Hey, demande au gars, c'est pas si dangereux que ça, ici, là. Ça. Puis là, moi, je dis, non, je demande pas ça. Non, il faut que tu lui demandes. Fait que là, à un moment donné, à force... on avait souvent des affaires de même. Il dit, OK, c'est beau, je vais demander. Là, je lui demande, le gars du tac au tac. Tu veux que je te montre, moi, comment c'est pas dangereux, ici? OK. C'est pas... il s'est senti tout de suite challengé. Oui. C'est là que tu vois que la ligne... est mince, hein? Est mince. Donc, dans ces milieux-là, tout est une notion de respect. Ben oui. Puis c'est pas comme nous autres. Puis je te dirais, Ben, ce que je trouve, c'est que ces gens-là, sans cautionner ce qu'ils font et comment ils sont vrais. Oui. C'est bien, ils sont exactement dans le moment présent comme ils sont. Si tu dépasses la ligne, ils vont te le laisser savoir. Il n'y a pas de BS, ça. Non. Si t'es cool puis ils t'aiment, ils vont tout te donner. C'est bien, c'est un peu... Ça fait drôle à dire, là, mais il y a une forme d'honnêteté. Tout est dans le respect avec ce genre de monde-là, okay, j'imagine. Mais c'est ça aussi, j'imagine, qui a fait en sorte que vous avez pu rencontrer des gens que pas mal n'importe qui aurait pas eu la chance de rencontrer. Tu sais, genre de personnes que, hey, tu veux-tu faire une entrevue, on fait un show télé, qui t'aurait probablement dit non. Mais vous, ils vous ont dit oui. Oui, c'est ça. Comme celui qu'on voit sur l'image présentement, là, il y a Félix. Ça, c'était à Détroit, puis on l'a rencontré, c'était comme le 10h le matin, aussi, c'était pas plus tôt. Mais parle-nous du gars dans le milieu, c'est qui, lui? Ça, c'est... à vrai dire, on se promenait dans un quartier malfamé de Détroit, puis... lui, il se promenait dans le quartier, puis on l'a vu, puis quand tu regardes le look, tu te fais « OK, la soirée a dû être rough. » Quand tu te mets à parler avec, tu dis « La soirée est jamais finie. » Puis là, on le voit pas sourire, parce qu'il voulait pas sourire à la caméra, mais il reste plus dedans. Fait que là, on a pris la pause, on a discuté un peu avec lui, puis là, il nous a expliqué un peu la dynamique, mais lui, il est complètement parti. Puis des gens de même, on a rencontré plein. Je me souviens plus dans quelle autre ville. C'est à Philadelphie. On est un matin, puis on se promène dans un quartier malfamé où ils ont des problèmes d'héroïne, puis on est en pleine rue. Même affaire, on est le matin. Puis là, il y a une petite femme
une petite femme, elle doit avoir dans la trentaine, puis elle décide de se nettoyer avec une petite serviette hygiénique que t'as comme ça au Saint-Hubert. Puis là, t'as avoué se nettoyer avec ça, puis tu fais « Oh, tabarouette! » Puis elle n'a pas commencé par la face, mais elle a fini par là. Ah, ben oui, hein? Puis, l'autre côté de la rue, il y avait encore les rubans jaunes parce qu'il y a quelqu'un qui s'était fait tirer. Aïe, aïe. Puis il y avait encore les traces de sang. C'est ça le quotidien là-bas. Ah non, c'est ça, exact. C'est fou. Exact. Complètement fou. Un autre personnage ici qu'on voit, là, c'est une photo de toi en auto avec un membre d'un club quelconque. Ça, c'est un des membres fondateurs des Crips. Wow. On Ni plus ni moins. Hein? Baby Gangsta. On l'appelle G. Fait que lui, son frère, quand ils ont parti les Crips et les Bloods, faisait partie de la première génération. Donc son frère était un petit peu plus vieux que lui. À Los Angeles. À Los Angeles, à Compton. Ouais. Donc. Mais comment vous avez fait pour trouver ce genre de personnes-là? C'est ça, je veux dire, ça court pas dans la rue avec un porte-voix criant que c'est un membre fondateur des Crips, tu sais. Bon, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a plusieurs là-dedans que l'attrait de devenir famous est important. Oh, ouais, même si c'est des criminels. Même si c'est des criminels. Donc, lui, il avait été trouvé par la prod, effectivement, sur le net. Wow. Par la suite, là, il y a deux façons. T'as le speech corporatif, même si c'est pas un gars très corpo. Non. Si tu deviens chum avec, là, il va t'ouvrir le monde. Il va te faire rentrer partout, là. Ouais, puis il te raconte les histoires. Tellement qu'à un moment donné, il a fallu que je ferme son micro, parce qu'il était encore en probation. Puis là, il te racontait des affaires. Tu fais, parce que là, la caméra, elle tourne, mais t'es pas obligé d'être devant la lentille pour que t'enregistres ce qu'il se dit. Puis là, à un moment donné, il dit les affaires. Tu fais, OK. Ben, te donner un exemple. Lui, il dit qu'il est plus là-dedans. Oui. On s'en va le rencontrer à sa shop parce que lui, il triple des lowriders. Oui. Il construit des lowriders, mais je peux te garantir qu'il n'a pas les mains dans l'huile, lui. Puis là, à un moment donné, on lui demande, comme ça, là, tout bonnement, s'il y avait des armes. Fait que là, il me demande tout bonnement, mais c'est quoi tu veux voir? Ben, c'est n'importe quoi, hein? C'est un AK-47, un Glock, pistolet. Fait que là, il fait... Lâche un cri à un gars. « Hey, amène-moi donc le Glock. » Fait que le gars revient. « Le Glock est plus là. » C'est vrai. Comment ça que le gars n'est plus là? Mais il y a le AK-47. J'ai dit, ça va faire. Mais là, il me l'amène. Il est chargé à bloc, là. Mais voyons! Puis là, tu le mets dans les mains, puis là, on continue notre conversation, puis on parle avec. Le lendemain, on est dû pour le rencontrer encore. Puis mettons que le meeting est à 6 h le soir, on se présente là à 17h30. Donc, on arrive plus tôt. Fait que, on le trouve vraiment cool. Quand on arrive dans la cour, il nous voit, puis il part à rire. OK. Puis là, hey, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous êtes chanceux? Il dit, vous avez manqué vous faire tirer. Fait que c'est comme genre, peut-être qu'on serait arrivé dans le cas d'une transaction, puis là, je te rappelle que ce gars-là, il est plus là-dedans. Ouais, non, c'est ça, il est plus là-dedans. Là. Il est plus là-dedans. Mais là, vous êtes arrivé une demi-heure plus tôt. Plus tôt, donc. Pour genre, juste être sûr que tout est correct. Oui, puis. C'était à l'heure. Comme on ferait. Oui, peut-être ailleurs. Peut-être une demi-heure trop tôt. Peut-être une demi-heure. Ça a passé proche d'être une demi-heure trop tôt. On était peut-être à 32 minutes. Wow. Aïe, aïe. Mais est-ce que tu as eu peur, honnêtement, Hugo, là? Est-ce que c'est arrivé dans tout ce que vous avez vécu qu'un moment donné, t'as fait comme là, non, dans quoi je me suis embarqué, je retourne chez nous, ça n'a pas d'allure? Ce qui est arrivé, pas peur. Est-ce que j'ai été nerveux? Oui. Mais tu peux pas. C'est la limite entre les deux, parce que la peur peut faire deux choses. La peur va faire que tu vas geler, puis que là, tu vas prendre des mauvaises décisions. Oui. Fait que, quand je te dis pas peur, est-ce que j'étais vraiment sur les nerfs? Possiblement qu'on peut appeler ça de la peur, mais moi, je le vivais pas de même, parce que tu essaies de focusser sur les éléments que tu contrôles. Il y a une couple d'occasions où ça a brassé pas mal, puis t'es vraiment nerveux, là, puis le cœur... Bon, on s'est fait attaquer à Marseille. Attaquer? Oui. Ils nous ont lancé de quoi? On est rentré, on était à la Castellane, puis on est entré à l'intérieur alors qu'on devait pas. C'est quoi la Castellane, juste pour que les gens comprennent ça, un peu? C'est les cités en France. Les cités en France, puis on est à Bruxelles. Puis c'est comme la place que tu dois pas aller, puis on avait été avisé. Marseille, Bruxelles. Excuse-moi, là, il y a trop... Fait que là, ville. On est allé là-bas. C'est un genre de complexe avec des appartements. Des appartements, puis ça a été construit dans les années 60 pour accueillir les travailleurs étrangers qui travaillaient chez Renault, puis dans l'aviation. Donc, ça a tombé, ils ont changé les usines de place, plus de travail, donc tu te ramasses avec un paquet de gens que du jour au lendemain, ils ont plus de gagne-pain. Donc, on fait quoi? La criminalité. Criminalité s'installe, puis de la manière que c'est bâti, ces endroits-là, ceux-là, mais ils se ressemblent tous, tu peux entrer, puis il faut que tu sortes. Donc, il n'y a pas 55 points d'entrée et de sortie. Il y en a un.
un point d'entrée, un point de sortie. Comme une espèce de U au bout, tu reviens, puis c'est des appartements tout alentour. Donc... Puis là, ben, elle, c'est comme si tu traversais à travers. Anyway, puis des cul-de-sac. Ce qui est arrivé, c'est qu'on devait aller rencontrer un rapper. C'est bizarre parce que tous les bandits veulent être rappers. Puis là, on avait son agent. Il y a un agent, mais lui, il est commandité par le gang qui contrôle le marché de la drogue à l'intérieur de la cité. Ah, ben ouais. Okay, donc, il a demandé la permission pour que nous, on puisse aller le rencontrer. Elle a été refusée. Il nous demandait, de l'argent. Ben voyons donc. Ouais, il voulait avoir 10 000 € pour faire une entrevue. Ouais. Quand même, hein? Fait que là, finalement, on n'a pas ces moyens-là, on le fait pas, mais on décide, nous, d'y aller quand même. Le gérant nous avait avisé. Pourquoi pas? Il dit, vous ne pouvez pas aller là. Puis il blague pas, il nous le dit. Il dit, les gars, vous ne pouvez pas aller là. OK, là, c'est qui a décidé d'y aller pareil? Ben, c'est toi ou c'est Félix? C'est l'ensemble. Parce que nous autres, d'un commun accord? on s'est mis d'accord à dire, on ira pas, mais on va aller autour. OK. Juste faire le tour du complexe. Puis, pour rendre ça un peu plus sécuritaire, au lieu d'y aller le soir, parce que c'est plus chaud, on va y aller dans le jour. Parce que généralement, c'est un peu comme des zombies. Le jour, ils dorment, puis la nuit, ben... Fait que... Des vampires. Fait que... Il y en a qui n'aimeraient pas mon français. Fait que... Donc, on se rend là-bas, puis moi, je rentre le trajet dans le GPS. Puis je fais un peu comme un genre de trajet pour aller scatter à la place, là. Puis là, on se dit, OK, c'est beau, on y va, puis là, on tourne. Puis j'ai pris le mauvais virage. Et je suis rentré à l'intérieur. Maudit GPS, hein? Ah non! Fait que là, quand je rentre à l'intérieur, à un moment donné, je réalise, un peu, là, ça sort pas. Oh. Puis là, ben, t'entends les gars crier. T'angoisses? Parce qu'ils ont des watchmen, comment on dit ça en français? Des surveillants, des gardes? Ouais, du monde qui sont placés à différents endroits stratégiques pour aviser qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'affaires là, dont nous. Puis là, ben, on dit, il faut qu'on vive. Mais là, il y a du trafic, puis là, tu ne sais pas là, qui se présente, puis à un moment donné, il y a d'autres véhicules. Là, on va se faire bloquer là, puis là, ils nous avaient avisé, ce qui vont arriver, ils vont lancer des roches ou des pierres sur le véhicule, casser les fenêtres, puis si tu sors, ben, là-bas, ça joue beaucoup du couteau. Ils peuvent te tirer, mais c'est plus du couteau que ça joue. Donc, on s'était fait dire, sors pas du char. Mais là, si t'es pogné là-dedans, comment ça va finir, on le sait pas. Puis là, ben, j'étais avec un véhicule, donc c'est un BMW, puis j'étais pas vraiment habitué de le conduire, puis là, j'essayais de le mettre en reculons, puis là, je rentrais pas en reculons. Ça allait vraiment pas bien. Lorsqu'on est sorti, puis je pensais que ça allait être comme, ouf, on peut respirer. Du coin de l'œil, je vois quelqu'un arriver à la course, puis il lance quelque chose. À ce moment-là, on sait pas c'est quoi. Mais c'est arrivé sur le montant en T du véhicule. Donc, s'il avait été 6 pouces en avant ou 6 pouces en arrière, puis 2-3 pouces plus bas, ça aurait arrivé dans le visage de Félix ou de Francis. Mais voyons! Puis si t'avais vu le dommage que ça causait à cet endroit-là, puis qui est très fort... C'est comme une grosse roche? Ça devait être une roche, mais genre du ciment armé, là, du ciment armature, là, vraiment dense. Là, parce que ça a vraiment endommagé une partie très forte du véhicule, là, où ce que le métal est fort à cause de la construction. Voyons donc. Puis là, ben, au début, on ne sait pas que c'est ça, mais quand on est revenu à Montréal, Félix l'a regardé, puis... Parce que vous l'avez gardé? Il l'avait. Fait qu'on n'était pas sûr de l'avoir, puis lorsqu'il a regardé, il y avait la shot. OK, la shot. Puis là, tu vois que c'est vraiment, puis là, c'est une pierre qui est arrivée là. Cette fois-là, est-ce que j'ai été nerveux? Oui. Mais de la manière dont ça s'est passé, la fois que j'ai été le plus nerveux, c'était pas là. C'est lorsqu'on était à Bâton Rouge. On est allé rencontrer Silky Slim, qui est un leader... Ils ont tous des noms de showbiz, des surnoms... Puis ils ont toutes des feuilles de route assez impressionnantes. 26 ans de prison, 3 charges pour meurtre. Écoute, il avait sorti son CV criminel. C'est quasiment une fierté pour eux là-bas, dans le fond. Ouais, c'est un gage. Là. C'est ça qui amène le respect dans ce domaine-là. Là. Okay. Tout le monde sait c'est qui. Puis, lorsqu'on est allé le rencontrer, on est arrivé encore une fois plus tôt. Puis là, ben... L'idée, c'est que tu te promènes autour d'où ce que tu dois aller pour avoir un peu un feeling de la place, pour savoir s'il se passe quelque chose, on fait quoi, puis on va où. Okay. Parce que eux connaissent l'endroit, toi, tu le connais pas. Donc, tu vas commencer par les rues autour. On a trouvé l'endroit de la rencontre, puis on s'est mis à se promener autour dans le quartier. Ça permet aussi de déterminer les endroits où ce que Félix et Francis veulent prendre des shots. Mais ça vous prend des contacts sur place, là. Ça te prend des contacts, mais là, notre contact, on est arrivé avant de le rencontrer. Okay. Fait que là, on se promène, puis ces endroits-là, tu le sais, c'est tout pareil. On le sait qu'on est dans le hood, mais sont pas, c'est pas comme des militaires avec des mitraillettes qui sont en avant puis sont au coin des rues, là. C'est du monde, ils sont assis sur le perron, puis ils ont un style particulier, c'est juste qu'ils ont un 9 mm. On le voit pas, le danger. On peut le sentir, mais on le voit pas. Exactement, puis il est toujours là. Okay. Et là, on a passé en avant d'un crack house, donc qui est un endroit où sont toutes là, puis c'est là que ça trafique.
Puis ils n'ont pas aimé ça. Quand j'ai repassé, on n'a pas repassé directement, mais on a passé sur le coin de la rue qui était pas très loin. Ils ont commencé à crier après nous autres. Quand je suis revenu à l'autre bout de la rue, j'ai repassé. Là, ils ont lancé des pierres et sont embarqués dans leur véhicule. Fait que là, à un moment donné, je le savais que ça en allait vers là. Donc, j'ai pris une rue qui se dirigeait vers la rue principale, donc le gros boulevard, pour sortir de là. Mais juste d'être dans leur périmètre, là, juste ça, c'est trop. Là. Ils veulent pas, là. Ils veulent pas te voir. Là. Mais premièrement, ils savent pas qui on est. Donc, pour eux autres, on est peut-être de la police. OK. Puis, on est facilement identifiable. Premièrement, on est blanc dans des quartiers qui sont pas majoritairement des quartiers où sont noirs. C'est ça. Donc, puis là, ici, c'est pas une question de racisme ou de discrimination. C'est comme ça. Il y a des quartiers que c'est latino, il y a des quartiers. Puis, t'as très peu de caucasiens. Donc, on est là-bas. Ils nous ont spotés. Ils sont très rapides à le faire. Ils ont embarqué dans le véhicule en se dirigeant vers la rue principale. Moi, je sais qu'ils sont sur la rue transversale. Puis qu'ils s'en vont exactement à la même place. Quand j'arrive au stop, je fais pas le move tout de suite parce que je veux voir vers où ils vont aller. C'est bien quand je te parle, là t'es sénère. C'est-tu de la peur? C'est bien, le cœur, là, moi ici, là, dans le véhicule, ça crie, là, puis là, le monde... Ah, l'adrénaline. Là, c'est ça, l'adrénaline d'être dans c'est là, là, l'adrénaline, c'est comme, OK, ça a vraie affaire, là. Oui. Ça a vraie affaire, mais tu peux pas laisser la peur prendre le contrôle. Non. Et là, il faut que tu réfléchisses, puis tu fasses les bonnes décisions. Je suis au stop, j'attends un peu, je le vois arriver, il s'immobilise au stop, on se regarde, il s'en vient en sens inverse vers nous. Fait que mon réflexe, ça n'a pas été sur le coup. Puis tu sais, rendu là, tu peux prendre une bonne, tu peux prendre une mauvaise décision, tu le sais pas. Non, c'est ça. C'est quasiment pile ou face, là. Pile ou face, puis là, ben, à l'intérieur, là, il y a ton stress à toi, puis il y a le stress de tout le monde. Là, c'est toi qui es derrière le volant. Si tu prends la mauvaise décision, c'est pas juste ma peau à moi qui est en danger, là. C'est celle du monde qui sont avec toi. Puis là, ben, tout le monde est stressé, puis là, tout le monde te dit quoi faire en même temps, mais là... c'est là que l'expérience puis mon background de policier a pris le dessus. Puis j'ai attendu que lui fasse son move. Quand il s'est dirigé vers nous, mon plan, si j'en avais un, puis encore une fois, mon plan est aussi bon que ce qu'il aurait pu être. Ouais. Dans ce cas-ci, ça a bien été. Je me suis dit, je vais attendre que lui s'immobilise. J'espérais juste qu'il fasse pas un drive-by shooting. Donc... tu sais, quand t'es rendu à penser à ça, c'est fou quand même. Parce que là, t'es conscient que toi, t'en as pas, mais les autres sont armés, c'est garanti. Là. Fait que quand il s'en vient en avant de moi j'attends, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, j'ai deux choix. S'il est en avant de moi direct, puis il vient me sortir, je le rame avec mon camion. Puis là, ben rendu là, j'étais assez confiant que le camion, c'est un 4 roues motrices, que je vais passer au travers, mais être capable de me sauver. S'il sort de là, puis j'ai pas pris de décision, là, je suis mal pris. Fait que lui, ce qu'il a fait, il a avancé, puis il est arrêté un petit peu trop loin, parce que lui s'est positionné pour sortir de son véhicule, pour présumément venir nous agresser. Donc, la manière dont il le fait, il me laissait plus d'espace à droite, à ma droite, à moi. Donc, j'ai pu embarquer sur le trottoir un peu. J'ai embarqué sur le boulevard et je suis parti. Tout ça pendant que lui est en train de faire le mouvement de sortir de son véhicule. T'as un contact visuel. Il sortait de ça, il s'en allait de voir. Oui, les autres sortaient tous. Là. Puis là, rendu là, t'as un contact visuel, là, je le vois. J'ai pas attendu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Là. Nous autres, on sort de là. Puis là, ben, tu décompresses. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai eu peur? Possiblement qu'on peut appeler ça de la peur. Est-ce que je l'ai senti comme si j'avais perdu mes moyens? Non. Est-ce que le cœur voulait me sortir de la poitrine? Oui. Mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Combien vous étiez dans le camion? On était 4. 4? Toi, Félix? Moi, Félix, Francis, puis je pense que c'était Roxane qui était là. La petite recherchiste qui est dans le... Elle devait capoter. Ah non, sérieusement. Moi, j'aurais eu peur. Moi, je te le dis, j'aurais eu peur. Moi, là, je me serais caché en petite boule à terre puis j'aurais sûrement fait pipi dans le char. Il y a eu différents moments. Puis tu vis ce moment-là. Puis quand t'as terminé puis tu penses à ça, tu te dis « Wow! » C'est hot, puis ça a passé proche. Ben oui. Mais là, tu le sais que ça a passé proche. Mais dans les faits, il y a peut-être plein d'autres moments où il ne s'est pas passé des choses comme ça, mais qu'on est peut-être passé plus proche, puis qu'on ne sait même pas. Puis ça, c'est pas ça, est-ce que c'est dans le show de télé? Non. C'est pas en train de filmer. Non, c'est ça. En plus, c'est que là, il y a plein d'autres trucs que les gens ne voient pas dans l'émission. Il y a plein de choses qui ont été filmées qu'on n'a pas vues dans l'émission. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu filmer qui sont arrivées. Ben oui. Puis on s'entend, c'est évasion. Donc le but, c'était pas Netflix, là. C'est quand même un divertissement. Le but, c'est pas de faire peur à personne non plus. Il y a tellement d'affaires qu'on aurait pu faire. Moi, je me rappelle de... Félix m'a montré tout un personnage, Monsieur Snowman, que vous aviez rencontré. La question que tu avais posée.
ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on arrive dans le stationnement, on voit son véhicule, puis là, ben, je me souviens plus c'était quoi la marque, puis il est pimpé, mais pimpé cheap, là. C'est comme un vieux char tout croche, mais il a juste mis des grosses roues, bien chromées. Donc, les roues devaient valoir à peu près 3 fois ce que le véhicule valait, mais il a marqué Snow dessus. OK. Fait que quand il arrive, on se met à parler avec lui, puis je dis, hey, je tripe sur ton char, montre-moi les longs, on parle du char. Puis, c'est parce que là que je te mets la mise en contexte. De fil en aiguille, il nous invite à aller prendre une bière à son perron. Je bois pas, mais là, t'as pas le choix. Tu t'es forcé. Sinon, on te demande d'aller boire une bière. Mais vous alliez directement chez les gens? Dans ce cas-ci, oui. Wow. Fait que, puis, c'est comme son lieu de travail. C'est chez lui, mais c'est comme son quartier général. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, on discute, il nous invite, mais lorsqu'on arrive sur le perron, il est pas tout seul. Puis il y a comme son chef de la sécurité. Puis de fil en aiguille, on se met à expliquer, là, les gars, OK, on va tourner, on va se parler. Mais là... Mais ça doit être weird. Tu sais, déjà que c'est du monde on the edge, là, t'arrives avec les caméras. Tu sais, je veux dire. Ouais, mais ça se fait en étapes, là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas arriver. Puis... Non, ça t'arrive pas bing-bang avec la caméra. Non, c'est ça. Là, on a commencé à jaser. On a parlé du char. Puis une fois qu'on parle du char, ben là, Félix arrive, on parle avec lui. Là, on explique. Puis c'est là que lui, hein, on nous invite à prendre une bière. Tu vois, il faut que tu bâtisses un climat de confiance. Toi, ton rôle, en fond, c'est quasiment de devenir un peu leur ami pour qu'ils te fassent confiance, justement, pour pouvoir... T'as pas le choix, il faut que tu bâtisses cette relation. Puis ça, encore une fois, c'est un peu comme quand j'étais policier. Quand t'arrives dans la police, t'arrives sur une intervention, ce que le gars a fait, que ça soit bien ou mal, ton rôle à toi, là, c'est de faire ta job et que ça se passe bien. Mm-hmm. Donc, c'est de bâtir cette relation-là. Je suis pas là pour être son chum, mais je suis pas là pour être son ennemi non plus. Donc, moi, à partir du moment qu'il comprend et qu'il est capable de... qu'il voit que je le respecte, puis moi, il faut que je l'amène à me respecter aussi. Puis que là, il a compris qu'on fait un show TV, il y a des gars avec des caméras, puis on les avise aussi. Ça mec va te poser des questions. Fâche-toi pas. On se connaît pas. Puis je sais pas vraiment c'est où la limite, jusqu'où qu'on peut aller. Puis dans ce cas-là, ben, ça a commencé d'entrée de jeu avec la question pourquoi qu'il t'appelle le Snowman? Puis sa réaction, c'était tellement drôle parce que pour lui, c'est tellement évident. Oui, c'est ça. Que là, il a même pas parlé. Parce qu'il faisait des bonhommes de neige. Il fumait son joint, là. Il fumait son joint, il s'est levé debout. Il a rien dit. Il a rien dit. Il est entré en dedans, il est ressorti, puis il a pitché possiblement 2 kilos de coke sur la table. Aïe, puis il dit carrément, c'est pour ça qu'il m'appelle le Snowman. C'est fou pareil. Hein? Oui. Mais est-ce que vous mettiez des vestes par balle ou pas du tout? Non, du tout. Jamais, jamais? Non, puis là-dessus, on s'était posé la question, si on avait fait ça, de bâtir ce climat de confiance-là, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'eux auraient dit, si tu portes une veste par balle, c'est parce que tu ne trosses pas. OK, ouais, je comprends. T'étais pas one of them. Fait que t'es tout le temps en train de jouer sur le fameux edge. Où ce qu'à un moment donné, c'est là que ton street sense, là, c'est dans le regard, c'est dans le feeling. Tu le sais pas. Tu te sens bien, mais il faut toujours que tu te rappelles, sens-toi pas trop bien. Puis avec notre ami Snowman, quand il lui a mis la coke là, il y avait comme son chef de sécurité qui, lui, est allé sur le web, puis qui a découvert qui j'étais, puis il a vu que j'étais dans la police. Oh! Là, ça fait de quoi, ça? C'est toi, ça? Là, il te montre la photo, oui. Là, lui, il veut que je sniffe une ligne pour y montrer... Que t'es plus ou t'es pas là-dedans. Ouais, que je suis pas là-dedans, puis qu'il peut... Là, prouver que... Ouais. Wow. Puis là, il me sort, non, moi, je dis, je fais pas ça. Puis là, ben lui, il tient mordicus. C'est Snowman, à un moment donné, quand tu parles de relation de confiance, qui a fait... Non, c'est beau, là, puis qu'on continue. Tout le long qu'on a fait la visite de son quartier avec lui, son gars a jamais marché en avant de moi. Ah ouais? Tout il est toujours en arrière. Puis à un moment donné, lui, il nous a fait une batch de crack. Donc, avec sa recette personnelle. Pas une batch de muffin, une batch de crack. Ça, il faut que je te compte, là. La meilleure. Mais il a besoin, lui, d'ingrédients pour faire son crack. Qui tu penses qui a payé ça? C'est nous autres, parce que là, il nous fait une fleur. Lui, il va fournir la matière première nécessaire pour donner le buzz, mais ça, il prenait d'autres produits. Donc, on est allé avec lui à l'épicerie. Puis là, il a fait sa commande. Puis, voyons. Ouais. Fait que tu sais comment faire du crack. Vous avez appris à... Pour être honnête, j'ai pas vraiment prêté attention. J'ai plus regardé le contexte où ce qu'on était. Parce que où ce qu'on se trouvait, tout le monde a un gun, puis il est tout proche. Tu sais, il y en a un qui est assis dans le sofa. Il y a une porte. Puis lui, sa job, c'est de watcher cette porte-là. Fait que si quelqu'un rentre et qu'il n'y a pas d'affaire là, c'est... Pouf. Wow. Simple de même. Simple de même. On continue de visite, parce qu'il dit quoi de faire? Visiter mon... Fait qu'on rentre dans un endroit, ça c'est l'ecstasy. On rentre dans un autre endroit, il va un autre type de drogue. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'il y en a quand il nous a fabriqué
son crack, lui, il a consommé tout le long. Là. Il commençait à être... puis pas sur le party solide, puis lui, puis ses chums. Là. À un moment donné, c'est comme... Parce qu'ils deviennent un peu imprévisibles. Mais non, ouais. Là, nous, on veut continuer parce que ça prend du temps. Puis là, on a quand même un show à faire. Puis ça prend un début, ça prend le corps de ton entrevue, puis ça prend une fin aussi à ça. Puis là, on veut continuer avec lui. Lorsqu'on continue, on se ramasse dans une cour avec une clôture. Puis là, c'est un peu plus fermé. Et là, son fameux gars de sécurité demande, moi, je l'entends pas, mais je me souviens qu'on est là, puis on parle, on filme pas vraiment. Puis là, il demande, il dit, hey, si, mettons, là, on était moins fin, là, c'est un peu comme ça, je me souviens plus de la phrase exacte, tu ferais quoi, là? Puis là, ben, je me souviens parce que Francis, il dit, Hugo, je pense qu'il te parle. Là, je la regarde, je dis, ouais, quoi? Fait que là, il me répète sa phrase. Fait que moi, tu veux répondre quoi? Mais je dis, ben, encore là, c'est un pile ou face, oui, tu vas-tu répondre la bonne ou la mauvaise chose? Dis, ben, on le verra, on le verra rendu là. Mais tu dis, réponds ça, mais dans ta tête, tu as commencé à penser, là. Puis là, tu te dis, OK, s'il est pour sortir, puis tu le sais qu'il est armé, là, parce que quand je suis arrivé chez eux, puis il est montré sur, on est monté sur le perron, le snowman, il y avait un 9 mm avec un chargeur de 30 balles qui a pris, qui a remis à son autre gars. Donc, quand il est venu me rencontrer, lui, il me trossait pas. Puis, ce qui m'a frappé, c'est que je l'avais pas vu. En plus, hein? Je l'avais pas vu jusqu'au temps qu'il le remette à l'autre. Donc, ils sont super cool, sont souriants, sont sur le party, sont le fun. Mais... c'est pas tes chums. Non, c'est ça. C'est pas tes chums. Wow. Fait que là, quand je lui ai répondu ça, il a comme parti à rire, tout le monde a parti à rire, et là, ça a comme fait... Là, c'était rendu cool. Ça a détendu l'atmosphère. Incroyable quand même. On est toujours avec Hugo Girard. Hugo, il y a la fameuse histoire de la Nouvelle-Orléans avec un club de bikers. Oh! Ouais, ça a l'air qu'il y a quelque chose. Ouais, c'était... ouais. Il y avait des grosses roues. Ça prenait ça. C'était pas des petites bikers. C'était pas des petites bikers. Ben, à vrai dire, c'était des bikers, mais c'était un club? C'était un club... c'était vraiment un club social. C'est des filles qui font de la moto. Ouais. Puis pour être honnête, ils en font pas tant que ça, parce qu'il y en a qui savaient pas comment virer avec, hein. Puis t'en avais une en Spider, ce que je considère que c'est pas une moto, là. Ouais. C'est un 3 roues, mais c'est quand même... Comme un gros tricycle. C'est comme un gros tricycle. Mais les filles étaient extraordinaires, les motos personnalisées, les cheveux, puis les grands ongles. Nous, c'était une esthéticienne qui était un peu le leader de la gang. On s'est rendu là-bas, dans son salon. Puis là, les gros talons hauts, 6 pouces, puis ça fait de la moto ensemble. Différent de Snowman un peu. Pas mal différent, puis pas mal différent de l'idée que tu te fais d'un club de bikers. Oui. Puis ils sont habillés en cuir. Je pense que eux, c'est vraiment le côté... pas dérangeant, mais l'attraction que ça amène lorsque tu vois 7-8 filles ensemble avec des motos, les pneus de couleur. Fait que s'il faut un show de boucan, la moto est verte, le pneu va faire de la boucane verte. Oui. Wow. Ouais. Fait que c'était cool. C'était le fun. La seule affaire qui était pas le fun, c'est que j'étais pas en moto. Puis initialement, je devais l'être, mais pour une question d'assurance, j'ai pas pu. Puis ça, c'est plate, parce que si tu fais de la moto avec eux autres, là, ça aurait été encore plus cool, puis ça aurait rendu le show encore meilleur, parce que les gars auraient suivi, ils auraient filmé. Donc, mais tout ça pour dire que tu me ramènes plein de souvenirs. Mais il y en a tellement, j'ai l'impression que tu aurais tellement beaucoup de choses à nous raconter. Mais moi, je suis curieuse de savoir ton plus beau moment parmi tout ça. Tu t'en as fait des pays, t'en as vu des affaires. Ah, mon plus beau moment, c'était à Paris. C'était à Paris. On est dans un parc, puis là, on est en train de faire une entrevue. Puis, à un moment donné, je parle avec le gars, puis je vois passer le rat. Bon. Ah oui. Je comprends là, que c'est peut-être pas ça à quoi tu t'attendais, mais moi non plus, c'était pas ça à quoi je m'attendais. Fait que là... Une entrevue, puis le rat qui passe, puis... Le rat, il n'y en avait pas un. Si j'ai pas vu 100 rats, j'en ai pas vu un, là. Puis en plein milieu de l'après-midi, c'était... Ah ouais. Infernal. Puis là, moi, j'ai comme perdu toute mon attention avec mon invité parce que je pouvais pas croire ce que je voyais là. Wow. Ouais. Ça a été filmé, ça, les rats? Ah oui, pas le choix. Là, il dit à Francis, faut que tu filmes ça. Puis là, il était blessé, le rat boitait. C'est pas le plus beau moment, mais je trouvais que c'était important de le mentionner. Il fallait que je le mentionne. On va faire un segment, le plus beau moment avec Hugo Girard. Le rat, pis ça. Fait que ça va être... on va faire un segment avec ça. Mais parlant de segment, on a un segment, écoute, on se pense bien big dans le podcast. On a Andréane, la pro des réseaux sociaux, et il a fait sa chronique
réseaux sociaux et à trouver des petites choses à ton sujet. Ben, moi, en fait, j'ai un peu fouillé, là. Il y a des gens qui m'ont envoyé des photos. J'ai fouillé un peu les réseaux sociaux. On va y aller une par une. Ça, on parlait de moteur tantôt. Il y a eu les voitures, il y a eu les motos. Là, ça, c'est comme un 4 roues, mais j'ai comme l'impression qu'il n'est pas très adapté à ta shape. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Il n'y a pas tant de moteurs. Ça, là, on est en Jordanie. Puis, si je ne me trompe pas, comment ça s'appelait la place déjà? Waziran. Comment? Wazira? Non. Wadiran. Là, en tout cas, c'est... Finalement, on n'était pas à l'endroit où on devait être. Okay. On était prêts. C'était un peu comme la version cheap de Disneyland, si tu vas à Disney. Puis on devait avoir des dumb buggy. Donc ça, c'était le dumb buggy. Donc ça a l'air d'un 4 roues pour enfants. Ça avançait vraiment pas. Mais ça reste que, si tu regardes le paysage... C'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Puis c'était extraordinaire. Mais c'était pas ce qu'on nous avait vendu. Et ça, ça nous est arrivé à quelques reprises. Hey, on va grossir la photo un peu pour voir que... Félix, tantôt, disait que ça ressemblait à, tu sais, dans Mario Kart Buzzer, là, oui. qui est comme beaucoup trop gros pour ça. Ben, c'est pas le VTT qui est petit, c'est Hugo qui... Non, c'est ça, oui. C'est quand même pas si pire, là, pour être honnête. Là. Je m'attendais à pire que ça. Le casque n'était pas très grand. Donc, j'ai autre chose. Écoute, ça, je pense que c'est vraiment de l'inédit. Alors, pour les gens qui nous écoutent, sachez que vous pouvez aussi regarder le podcast. Oui. Ça vaut la peine. Honnêtement, absolument. Ne serait-ce que pour cette photo-là, là, peut-être que tu vas nous haïr de te sortir ça, Hugo, là. On parle de gaz. Oui. Un bain de gaz, pas de chocolat, là. Un bain de pétrole. De pétrole. Oui, au Azerbaïdjan. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça? Comment tu t'es ramassé là? On était au Azerbaïdjan. Je savais même pas que c'était un pays, ça. Il y a un grand prix là-bas de Formule 1. Ouais. C'est à peu près la seule affaire pour laquelle que tu connais l'Azerbaïdjan, outre le fait qu'il y a bien du pétrole. Ils ont tellement de pétrole que si tu veux le NEC Plus Ultra pour vivre un événement que les gens... C'est bien ici, tu vas aller dans le nord de Montréal, tu vas aller pas à Mirabel, excuse. À Mont-Tremblant. Tu vas aller au Mont-Tremblant, tu vas te louer une belle hôtel, tu vas avoir un spa, tu vas vivre un moment de détente. Eux, la détente ultime, les gens payent le gros montant, c'est de prendre une thérapie de bain de pétrole. C'est comme un spa. C'est comme un spa. Un spa, mais version... Nous, on était dans la version, je te dirais la version cheap, parce qu'on est en ville, mais les gens vont en montagne, dans des hôtels super chics, pour aller vivre ça pendant une semaine. Ils payent le gros montant, parce que c'est censé avoir des vertus thérapeutiques. Est-ce que tu les as senties, ces vertus-là? J'ai surtout senti l'huile pendant un très long moment. T'es-tu resté comme huileux vraiment longtemps? C'est pas tant que resté huileux que j'ai eu de l'huile en dessous des ongles d'orteil pendant environ 2 mois. Parce que sérieux? Ça va partout. Mais c'est pas juste ce que l'on voit. Tu t'assois dedans. C'est quoi le feeling, tu sais? C'est chaud. Ah oui? Oui, c'est très chaud. Ça sent l'huile. J'avais l'impression d'être dans un garage. C'est bien quand l'odeur. Fait que là, on voit la pipe qui sort du mur, là, le robinet finalement de pétrole, carrément. Là. Carrément ça. On dirait que j'aimerais mieux penser que c'est du chocolat. Ouais. On aimerait mieux ça, mais quand t'es là, il n'y a aucune façon que tu peux faire l'erreur de penser que c'est du chocolat parce que ça sent trop le pétrole. Ça sent vraiment fort. Puis c'est chaud, c'est visqueux, c'est spécial. Il y a un côté détente, c'est possiblement parce que c'est chaud. L'affaire la plus inusitée, c'est quand tu te nettoies. Parce que tu peux pas te nettoyer tout seul. Ah non? Donc, t'as du monde qui vient t'aider. Là, t'es tout nu là-dedans, évidemment. Puis là, le gars vient t'aider pour t'asseoir dedans parce qu'il faut que tu supportes pour pas que tu te glisses puis tu tombes. Lorsque tu te relèves, c'est la même chose. Puis ensuite, il t'essuie au squeegee pour commencer. On allait dire à machine à pression avec un Karcher. Après ça, il y a une grosse éponge. Puis après ça, il y a un savon qui est écrit 70 dessus, donc on présume du savon à 70%, qui n'a pas vraiment d'odeur. Puis lui, c'est lui qui te savonne. Ben voyons donc. Il te savonne partout, là. Le monde paye pour ça. C'est quasiment ça qui est plus particulier de te faire savonner partout que le bain de pétrole en soi, non? Un petit peu, là. Avant de faire ça, il faut que tu passes un examen médical. En plus? Ouais, puis c'est pas... on niaise pas, là. Okay, c'est sérieux, là. L'électrocardiogramme, puis les suces sont pas plugués, puis elle a dit que t'es correct. Puis là, elle prend ton pouls. No way qu'elle a pris mon pouls, là. Elle m'a mis... elle a pris ma pression, mais le brassard faisait pas le tour de mon bras. Il était trop petit. Puis là, c'est drôle, elle prend l'électrocardiogramme. Puis là, toutes les suces sont décollées. Puis là, à un moment donné, Riddy, elle les recolle. Puis là, à un moment donné, elle continue. Puis là, Riddy, mais elle a comme décidé, c'est le médecin, que c'était correct. Bon, tout est beau.
Là, je regarde Félix, je dis, j'ai jamais passé un examen médical de même. Aïe, Puis c'est censé être bon pour la prostate. Là, il m'a sorti la liste des bienfaits. OK. Ça doit pas être si bon que ça, parce qu'on n'en prend pas ici de bain de pétrole. Non, c'est ça. Mais je sais même pas si ça serait légal d'avoir ça au Québec. Mais où c'est que ça s'en va, le pétrole, après? Il n'est pas recyclé, là. Il change le pétrole au moins entre participants. Ben, faut être honnête avec toi, là. Même s'il y aurait d'autres choses que du pétrole là-dedans, tu verras pas vraiment la différence. Hein? Hey, des bains de pétrole. Tu sentiras pas la différence. Félix, as-tu fait le bain de pétrole? Là? Non. Non? Mais Hugo pétait le feu. Hugo pétait le feu. Après, j'étais vraiment fatigué, par contre. Ah oui? Vraiment, c'est-tu à cause des émanations de gaz? Ça sent vraiment fort. C'est sûr. Ouais. Fait que là, puis je me sentais vraiment fatigué. Ce qui est dérangeant, c'est que ça rentre dans les pores de peau. Ben oui, c'est ça doit pas être bon. Ta peau, était-tu douce après, ou t'as-tu remarqué, ou pas vraiment? Je te dis, même si je me suis savonné, là, j'ai senti au moins pendant 2 jours l'huile. C'est sûr. C'est sûr. Mais c'était pas notre plan numéro 1. Puis c'est un peu ça. Hein. Quand tu pars dans des genres de shows comme ça, t'arrives avec un plan, puis souvent sur place, le plan prend le bord. Puis là, ben il faut que tu trouves des... Puis ça, ben, on m'a l'a offert, parce que quand on est allé au Liban, on devait faire du skidoo. Du skidoo au Liban? Ouais, on s'est fini ça en ski. J'ai adoré. Le seul hic, c'est que t'as pas l'équipement approprié. Fait que j'avais pas les bottes qu'il me fallait, mais il faut ce qu'il faut, parce que ce qu'on a réalisé rendu là, c'est que le skidoo qu'on devait avoir, c'était plutôt la motoneige de la station de ski. Il y en avait besoin pour les urgences, donc on s'est ramassé qu'à un moment donné, il faut trouver une alternative. Puis c'est là que Félix a eu la charmante idée. Les gars, on va faire du ski. Il dit, j'ai aucun problème, mais ça me prend une paire de bottes qui me fait. Ben oui. Fait que là, on trouve une paire de bottes. L'affaire, c'est que c'est pas parce que mes pieds rentrent dedans que les bottes te font. OK, mais c'est ça, là. Ouais. Non, parce que tu je regarde, t'as pas des petits pieds, là. Tu choses du combien si c'est pas trop indiscret? Chose du 13, mais moi, j'ai le pied large, pied épais. Puis les bottes de ski, c'est assez rock'n'roll. Donc, les miennes, il a fallu que je les fasse former. Fait que là, j'arrive là-bas, en essai, les pieds me rentrent dedans. Je dis, Félix, parfait, mais je crois te faire une descente. Manque pas de batterie. Non, j'en fais une, parce que c'est vraiment pas confortable. Puis là, ben... C'est comme ça, mais c'est ça aussi qui fait la beauté de tout ça. Là. Je suis sûr que ça a donné des super de beaux moments. Souvent, c'est ces genres de moments-là qui sont un peu imprévus, qui donnent un super bon résultat. Vraiment. Écoute, de pouvoir dire que tu as fait du ski alpin au Liban, ben oui. C'est priceless. Je savais même pas qu'il y avait de la neige au Liban. Ben, la plupart des gens ne savent pas, mais la montagne, il y a 26 remontes pente sans une piste. Ben voyons donc, ouais. Puis c'est pas une petite montagne, là, tu descends, là. On a fait une piste, mais on a descendu un méchant bout, là. Fait que ce que je regrettais, pour être honnête, si j'avais eu les bons équipements, on aurait fait 3-4 descentes. Ça aurait été super, puis ça aurait été le trip de ma vie, là. Ah ben ouais, très cool. On parle de réseaux sociaux. C'est quoi, toi, Hugo, ta relation avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ces affaires-là? Ben, je suis présent parce que il faut qu'on soit, là, comme personnalité. On n'a plus le choix, hein? T'as plus le choix, vraiment. On n'a plus le choix. Mais j'essaie de garder ma vie personnelle à l'écart des réseaux sociaux. Okay. Parce que sinon, t'as plus vraiment de vie privée. Puis... pas que c'est dangereux, mais je pense que c'est important à un moment donné de faire une distinction entre ce qui est à toi, ce qui est personnel, puis ce que tu peux partager avec tout le monde. Donc, j'aime ça partager des moments que moi, je préconise que c'est correct. Puis que c'est quel genre de contenu, toi, que tu publies sur Facebook ou sur Instagram? Pas mal des choses qui me passionnent. T'en as beaucoup de passion, en plus. En plus, c'est le fun. Mes chiens, moi, je tripe ces animaux, je tripe sur mes chiens, les gens qui connaissent. J'ai vu des photos de ton chien dans ta cour en arrière, tout ça. La bouffe. Donc, j'aime ça, le barbecue. J'aime la nature. Si je fais des activités, un peu comme ici, mais de prendre un selfie puis de dire « OK, j'étais ici aujourd'hui, j'ai fait un podcast », c'est le genre de choses qui est intéressant. Tu partages ton quotidien. Mais je partage mon quotidien que je me dis ça, c'est tout le monde. Est-ce que tu as de la misère à faire cette distinction-là? Tu sais, souvent, les personnalités vont dire qu'ils sont redevables un peu envers leur public. Bon, souvent, on entend parler, bon, quand un couple qui est très public, ils se laissent, bon, mais ils sentent qu'ils ont besoin, qu'ils doivent se justifier au public. Mais toi, est-ce que tu as de la misère à... C'est pas clair, mon affaire, hein? Je l'ai compris. Non, mais tu parles des power couples que quand ils sont ensemble, c'est la fin. Tout le monde en parle, le mariage dans les magazines. Mais en fait, souvent, c'est le public... Ouais, mais c'est là on arrive. Ça, c'est là le choix que tu as à faire. C'est ça.
Si tu décides d'embarquer d'aller public, il faut que tu l'assumes, tu y ailles. Donc, si toi, tu as fait de ta vie de couple quelque chose de public, c'est clair que si tu te sépares, tu vas devoir le partager avec le public. C'est ça, de voir quelque chose, de voir des explications au public. Souvent, les personnalités, c'est souvent ce qu'ils vont dire. Mais ça devient difficile, je trouve, justement, de faire la ligne entre les deux. C'est qu'on voit toujours les beaux moments sur les réseaux sociaux, trouves-tu? C'est rare que le couple, par exemple, public, va partager les choses qui ne mettent pas en valeur. T'as raison. En même temps, c'est pas toujours de vrais moments. Ben non. Ça, c'est le côté, moi, que j'aime mieux privilégier, c'est de partager les choses que j'aime, les choses qui me passionnent à l'intérieur de mes limites. Si tu regardes mes photos, chez moi, je vais faire des vidéos, je vais prendre des photos, mais tu vois jamais ma résidence. Ça, pour moi, c'est important. Il y a des choses que je partage, il y a des choses que je partage pas. Puis dans ma vie personnelle, je suis comme ça. J'ai une vie publique, mais je suis quelqu'un qui est très, sans dire très introverti, je suis quelqu'un qui est plutôt tranquille. Okay. Je suis quelqu'un qui est pas un loner, mais moi, passer du temps tout seul, je suis pas malheureux. J'aime ça, mais j'ai une vie publique qui est très remplie, puis je rencontre beaucoup de gens, mais j'ai besoin de ces moments-là. Et si je suis pas capable de garder cette zone-là pour moi, mais là, à un moment donné, je vais me perdre. Ouais. Parce que ça va devenir difficile. C'est où est-ce que je me retire? C'est où mon endroit privilégié? Où est-ce que j'ai le droit à mon intimité? Ça, pour moi, c'est important. Donc, mes affaires personnelles, j'aime mieux les garder pour moi. Parce qu'encore une fois, tu te ramasses où ce que, à partir du moment que tu mets tout sur la place publique. Tu vas te justifier surtout. Tu vas te justifier surtout. Il y a tellement de hate puis de oui, puis on ne sait pas comment ça part. Non. Je vais mettre des photos, même là, avec mon garçon, on fait plein d'activités. Je mets les moments que je considère que ça vaut la peine d'être partagé, mais j'en mets pas trop non plus parce que tu ne sais pas comment ça peut tourner. On le sait, les réseaux sociaux, t'as pas le contrôle. T'as pas le contrôle, comment ça part. C'est dangereux des fois. Oui, très. Ouais, tu parlais de tous tes projets, tu as tellement fait un paquet d'affaires. Là, on voit sur la photo, tu as tiré un Boeing, un des moments forts de ta carrière. Tu as gagné le titre de championnat du monde homme fort, tes shows télé, tes voyages. C'est quoi le next step? C'est quoi le prochain projet qui va te faire vraiment vibrer? Une maudite bonne question. By the way, l'avion, c'est assez impressionnant quand même. Tu sais, quand tu as tiré un avion, un Boeing, qu'est-ce qu'après tu peux te dire, OK, j'aimerais ça faire ça, tu sais. C'est tough à côté, là. Tu me parles d'une ancienne vie, puis c'est ça qui est le plus drôle, c'est que pendant des années, je me suis entraîné pour être le plus fort. Tout d'un coup, tu l'as réussi, tu deviens champion du monde. Maintenant, je regarde ça avec du recul, c'est tellement loin. C'est une autre vie. C'est complètement une autre vie, puis j'ai de la difficulté à croire que j'ai fait ça. Wow. Tellement je sais pas. C'est pas à cause de. C'est ma passion qui s'est comme transformée, qui s'en allait vers d'autres choses. Donc les choses qui m'allument maintenant sont complètement différentes de ce qui m'allumait avant. Puis je suis conscient que c'est ce que j'ai fait avant qui m'a emmené où ce que je suis maintenant. Puis la prochaine étape, j'aimerais ça, moi, jouer, donc devenir acteur. Mais en même temps, il y a plein de choses comme là, je suis en train de faire des capsules de barbecue. Okay. Mais je fais ça de mon plaisir parce que j'aime ça. Okay. Puis là, je me dis, tant qu'à le faire, puis tu veux partager, c'est ça que j'aime, partager mes passions avec les gens, ma passion de l'entraînement à travers ma plateforme d'entraînement. Tu sais, ben, j'ai un gym, je mets pas tout ça, même si c'est commercial, je mets pas tout ça, bang dans votre face, puis c'est en avant-plein. C'est juste comme ça que je suis, puis j'aime ça vivre dans le moment présent, puis de me challenger. Pour moi, ce qui est important, là, j'ai envie de faire de quoi? Ça me stimule, ça me passionne. Go, fais-le. Parce que la vie est tellement courte que tu vas passer à côté de choses qui reviendront peut-être pas dans ta vie. Puis les projets télé, c'est ça qui m'allume. Après avoir fait à vos risques et périls. Même, bienvenue aux touristes. Il y a eu son lot de challenge, mais au final, ça a été super ce qu'on a fait. Tu te dis, c'est ce genre de choses-là où ce que tu fais pas des hamburgers. Tu fais des choses qui sont uniques, que c'est pas tout le monde qui peut faire. Et ça, pour moi, ça m'allume parce que c'est ce qui te différencie des autres. De pouvoir faire. C'est bien, toi, ce que tu fais, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Puis moi, quand je regarde ce que tu fais, puis je me dis, wow, est-ce que j'aimerais ça être capable? Oui. Est-ce que je peux? Non, mais c'est extraordinaire. Chacun d'entre nous, on a des choses qui nous rendent uniques. Oui. Moi, c'est un peu ma manière, en faisant des choses qui me sortent des sentiers battus, qui m'amènent à me dépasser, mais t'inspires les autres à faire la même chose. C'est ça. C'est ça que je disais tout à l'heure, avant que tu arrives, on parlait de toi, puis je disais à Félix, je dis, moi, Hugo Girard,
Moi, je le vois comme un méga businessman écœurant qui connaît sa place et qui a travaillé son brand comme pas grand monde au Québec, je trouve, parce que t'as pris justement, bon, Hugo Girard, qui est connu pour, bon, les Homme fort, Hugo Girard, exactement. Puis t'as réussi à te monter une marque à partir de ça que je trouve écœurant. C'est pour ça que je dis, Hugo Girard, c'est un homme d'affaires. Tu sais, je veux dire, moi, dans ma tête, j'ai fait un petit peu de recherche, puis tu sais, ton brand, explique un peu c'est quoi tes activités, justement, tes marques, etc. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un gym qui s'appelle le Hugo Gym. OK. Là, j'ai parti une gamme, c'est des carrés protéinés. C'est des barres d'avoine sans gluten. Donc, on a commencé à commercialiser au printemps. Ah, moi, c'est tout récent, là. J'ai le goût de manger ça, moi. Ah, tu vas sérieusement avoir ça? Tu dors, Ben. On commande ça. Je pense qu'on a dans le camion, là. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont là, mais ils sont encore bonnes. J'en ai ouvert une tantôt. On veut y goûter. Hey, attends-là, va chercher dans le camion. Non, il y en a d'autres. Tu vas en trouver d'autres. Moi, je sais pas, on dirait que j'ai faim. Tu vas aimer ça? Ouais. Ben, ça va être un nouveau client. J'en ai dans la boîte. J'en ai une boîte. J'adore les bâtons. Dans la boîte, c'est un gars de petites barres. Dans la boîte du camion, il y a une boîte. J'adore les barres, puis c'est pas tout le temps évident de trouver des bonnes qui, justement, c'est pas juste du chocolat puis des cochonneries. Tu viens de l'allumer bien raide avec tes barres. Non, mais tu vas triper parce que mon produit est unique, là. Non, mais l'affaire, c'est que je mange tout le temps des cochonneries, mais si j'avais des petits trucs comme ça entre les repas pour me contrôler, ben... Puis t'as vu la manière... Là, tu parles de brand. Moi, ce que je veux, c'est avoir quelque chose, premièrement, qui est santé. C'est bien important. T'en manges-tu des cochonneries des fois? J'ai l'impression que tu manges tout... Oui? Oui, une fois par semaine. Puis j'en mange de moins en moins parce que c'est un mode de vie de bien manger. Être en forme et être en santé, c'est un mode de vie. Puis tu te sens tellement bien, mais t'en as besoin de manger de la cochonnerie. Puis quand t'en manges, tu te sens tellement mal. Ouais. Tu comprends pourquoi je comprends pourquoi. T'as hâte au lendemain, je me filtre. Fait que pour moi, manger santé, là, c'est vraiment pas difficile parce que de me sentir bien dans ma peau, de me sentir pas fatigué, puis d'avoir de l'énergie, ça n'a pas de prix, ça. Non. Donc, manger une poutine, d'être tout croche, à vrai dire, une poutine, c'est une bonne triche, pour être honnête. Parce que c'est des patates. Des patates, du fromage. Des patates, du fromage, du gravy. Donc, t'as du gras. Puis, tiens. Merci. Ton gars qui est avec... vas-y, garde-toi, tu peux prendre ce que tu veux. Garde la boîte. Mais là, on va la plugger comme du monde. C'est quoi? Y a-tu des sortes, des saveurs? J'ai 4 saveurs. J'ai banane caroube, beurre d'arachide caroube, j'ai caroube, j'ai nature. Caroube, c'est parce que c'est un chocolat naturel. Oui, c'est ça. Ça goûte un peu le beurre d'arachide. Ben, d'après moi, tu vas aimer ça. C'est sucré avec du miel. Le miel agit comme agent de conservation. Donc, j'ai aucun produit pour aider à conserver. Donc, c'est 100% naturel. Donc, ça, c'est mon autre in. Ce que je veux, c'est avoir de quoi qui est santé, qui est vraiment naturel, protéiné. Donc, tu peux avoir une collation. C'est une alternative ou une option santé. T'en veux une? Ça se trouve où, Hugo? On commande ça en épicerie, en ligne? On est rentré chez Métro. Là, on était justement... la pandémie est arrivée alors qu'on allait lancer dans tous les dépanneurs puis les grandes chaînes au Québec. Okay. Donc là, il fallait lister le produit, puis à cause de ce qui se passe présentement, ça a été retardé. Mais j'adore le logo. Le package est vraiment beau. Le packaging est écœurant, le logo c'est simple, on comprend tout de suite Hugo de plus puis un autre, c'est le H finalement. Mais le logo là, il y a un H pour ça. Hugo puis humain. T'as le plus, t'as 2 plus pour le dépassement. C'est ça. Puis t'as un haltère pour la force. En plus, c'est là, vous allez rire de moi, mais quand on s'en venait dans l'auto, j'ai dit je vais amener un pot de cornichon puis je vais faire une joke. Je vais lui demander de me l'ouvrir. Mais j'ai dit, il doit tellement s'en faire souvent. Mais là, je suis sérieusement pas capable d'ouvrir l'emballage. Tu vois, si tu te mets à en manger, tu vas être capable de l'ouvrir. C'est vrai qu'il est. C'est parce que ça te prend un produit qui... faut que l'emballage soit quand même assez raide. On n'a pas fait de petites coupures, ce qui s'en vient dans la prochaine étape. Même l'emballage est à ton image. Quand c'est rendu que moi-même, j'ai de la misère à l'ouvrir, c'est que ça va pas bien. On va le donner. Tiens. Merci. Mais ça, c'est très hot. Donc là, tu as les produits, les barres. J'ai des barres. Hugo. J'ai des suppléments alimentaires. Fait que quelqu'un qui s'entraîne au gym. Quelqu'un qui s'entraîne au gym. Puis ça, on est rentré en épicerie aussi chez Métro. Donc, il y a un projet pilote qui a été établi. Donc, on a rentré les protéines. Donc, j'ai une gamme complète de suppléments alimentaires. Ils ne sont pas tous listés là-bas. Je me concentre surtout sur le web. J'ai une plateforme d'entraînement en ligne qui s'appelle Base. Et ça va très bien d'ailleurs. On est rendu à presque 3000 membres. Wow, 3000 membres. Donc, c'est un site web. C'est un site web. Tout ton contenu est là-dessus. Moi, je suis le coach.
Donc, moi, c'est toutes des vidéos qu'on a tournées. C'est moi qui coach. On monte le programme, je l'explique, je donne les erreurs à éviter, comment exécuter le mouvement, et ça marche. Fait que le monde s'inscrive. Le monde s'inscrive. Est-ce que c'est un abonnement? C'est un abonnement mensuel. À chaque mois, tu reçois ton entraînement. Il y a un magazine en ligne. On a créé une page Facebook privée pour les membres. Écœurant. Ben oui, tout le monde fait des groupes privés, comme puis là, ben, c'est une communauté. Ben oui, c'est écœurant. C'est vraiment... Ça, faut le dire, là, les réseaux sociaux, là, c'est des choses qu'on pouvait pas faire il y a 10 ans. Puis là, ben, aujourd'hui... Avec le web, tu peux justement faire exploser ta marque, justement, puis justement fournir ton contenu, tes connaissances, finalement, à tout le monde. Mais en même temps, t'as raison, mais en même temps, c'est pas si facile que ça, parce que tout le monde a commencé. Ouais, c'est ça, là, ceux qui ont été les premiers, ça a levé, mais là, il faut que tu travailles fort, là. Ben, les gens, souvent, pensent que c'est facile, mais il y a énormément d'heures de travail en arrière d'une plateforme comme ça, d'entraînement, ou peu importe la plateforme, là, parce que au bout du compte, faut que tu produises du contenu. Oui, puis il faut que ça soit pertinent. Oui, il faut que ça soit bien fait. Oui. Parce que là, tu te compares maintenant avec le web. Là, les gens se promènent. Là. Mais oui. Si ton produit est mal fait, ils ont un comparatif. Tu vas te le faire dire aussi. Moi, là, ce que j'ai pris comme modèle, je pense que c'est Brian, celui qui fait tort. Je connais pas. L'acteur? L'acteur qui fait tort dans les Avengers, là, il y a une plateforme d'entraînement en ligne, puisque j'ai regardé, j'ai fait « wow ». C'était vraiment fait professionnel, il y a eu du budget, donc ça nous a servi de modèle pour le monter. Puis pour être honnête, ce qu'on a présentement au Québec, il n'y a rien de tel. OK. Donc, on a investi beaucoup là-dedans. Ça coûte cher. Encore là, tu te démarques. Encore là, ce que j'ai fait une association avec une compagnie de marketing. OK. Donc, on a vraiment créé une entité ensemble, donc on le développe ensemble. Donc, eux, ce qu'ils emmènent à la table, je ne l'ai pas, à table pique-nique, puis moi, ce que j'emmène, ils ne l'ont pas non plus. Donc, c'est vraiment... Je pense que t'es mieux, des fois, avoir un morceau d'une tarte que d'avoir 100% de rien. Ah, c'est ça. Puis je trouve ça important bien dit. D'aller chercher les forces des autres, puis d'être capable de travailler en équipe. Je m'en viens aussi avec une ligne de vêtements sportifs. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Hey, en passant, là, c'est vraiment très, très bon. Je parle pas depuis tantôt, là, mais c'est vraiment délicieux. C'est pas trop sucré, c'est soutenant, c'est vraiment bon. Moi aussi, j'avais la nature. Ouais, bon, ben, ça surprend ça qu'un café, là. Je prenais un centre de ski, puis j'en donnais aux petites madames, là, puis ils ont tout trippé, là. Ouais. Puis ils prenaient ça avec un café, puis ils te posent la question. À cause que c'est marqué ton nom dessus, là, ils se disent ça, ouais, c'est parce que j'ai pas envie d'être comme toi. Inquiétez-vous pas, là, pour devenir comme moi. J'ai pas des pâtes qui vont me pousser. Ça va prendre plus que des carrés protéinés. Ce que je voulais avoir, c'est quelque chose que je veux rentrer, moi, vraiment dans le garde-manger des gens. Avoir une option santé qu'on retrouve. Si tu compares avec d'autres barres de protéines, puis là, je veux pas rien enlever, puis rien comparer. Quand on le fait, là, ça, c'est un produit, ça fait 8 ans que je travaille dessus. OK. Wow. Donc, ça fait longtemps. Moi, avant, j'avais une manufacture de suppléments alimentaires. J'avais un de mes clients qui fabriquait des barres de fil en aiguille. On a commencé à travailler sur la barre parce que la problématique, tout était congelé, ça devait être gardé réfrigéré, la durée de vie pas assez longue. Souvent, c'est bourré de sucre aussi. C'est bourré de sucre, puis ils vont bourrer ça de produits qui vont aider à préserver. Puis là, ensuite, on tombe dans l'autre aspect. C'est pas parce que c'est écrit quelque chose sur l'étiquette que c'est ce que tu retrouves à l'intérieur. Wow. Et ça, pour moi, c'était vraiment important. Donc, si c'est marqué 12 grammes de protéines, t'as 12 grammes de protéines. Ma protéine, c'est du lactosérum, de l'isolat de lactosérum. Donc, c'est une protéine qui est très élevée. Puis, lorsque je vois des barres sur le marché qui vont dire qu'ils ont 20 grammes de protéines, sans rien enlever, là, lorsque je les fais faire pour commercialiser, on a engagé un chef. Lui, il travaille avec toutes les grandes marques au niveau alimentaire. Il est engagé par les grosses compagnies Campbell. Donc, il va lui faire une soupe, il va faire la recette, ensuite, il va aller en usine, mettre le protocole de fabrication. Après ça, lui, tu le payes, il s'en va, il est parti, il est fini. Donc, lui, ensemble, on a travaillé sur le produit final parce que je voulais avoir le maximum de protéines dans la barre, mais pour que ça reste bon. Tu veux pas avec un produit, là. Puis là, on a commencé avec 0 grammes jusqu'à 20 grammes de protéines. À partir de 16 grammes, là, c'était un téléphone cellulaire. C'était dur de même. Non, parce que c'est super moelleux. Puis, tu sais, souvent, ça a un arrière-goût de la protéine. Puis là, on la goûte pas du tout dans la protéine. Donc, c'est ça qu'on utilise le miel. Donc, le sucre que tu as, c'est du sucre naturel. Donc, c'est un autre aspect qui est important. Tu veux rester dans le naturel, là. Donc, l'avoine, c'est de l'avoine sans gluten. Moi, j'étais intolérant au gluten. Okay. Donc, je voulais... oui, Félix fait signe que oui. On a une couple d'anecdotes en véhicule, là. Je voulais pas savoir ce que le gluten me fait. Anyway.
On dirait que Félix l'a senti, ce que ça te faisait. Donc, ce que tu retrouves au niveau de la barre, je te dirais, ça me ressemble. Ça me ressemble dans le sens que tu vas emmener de quoi qui est bien fait, professionnel, de la qualité. Je pense que ça me ressemble un petit peu. Quand tu parles de Bren, là, puis au niveau des vêtements sportifs qui s'en viennent, c'est la même chose. Très cool. Ouais, ça sort au niveau, ça? À cause de ce qui s'est passé de la pandémie, mais normalement, on vise à l'automne, on est encore là-dedans, on est en train de peaufiner les derniers échantillons. Puis là, ben, ça va être avec une chaîne majeure sportive au Québec. Laquelle? Je peux pas te le dire tout de suite. Ouais, mais le podcast va sortir dans... Hein? Le podcast va sortir dans combien de temps? On en reviendra, Ben, puis je t'ai tellement emmené. Juste parce que je ne veux pas spoiler, parce qu'on s'est entendu, mais on n'a rien de Il t'a signé. donné quand même un gros indice, parce qu'il n'est pas bien mode magasinage, là, mais une grande chaîne québécoise sportive, de linge de sport. Il n'y en a pas 18. Il n'y a pas 32 Il n'y en a pas 32. Donc, vous pouvez faire vos guesses. Je pense que vous allez tomber, vous allez avoir une bonne idée. Puis, ils ont été impressionnés lorsqu'on les a présentés. Puis ça, ben, j'ai trouvé ça le fun. Parce qu'on a présenté vraiment un produit de qualité. Au niveau du tissu... Ça va ressembler à quoi? Ça va être du... Under Armour. C'est exactement ça que je m'en allais dire. Moi, j'adore le Under Armour. Et quoi, donner un scoop. Les produits. On a un slogan, puis ça s'appelle Hugo Strong. Hugo Strong. Hugo Strong. Parce que... ça. Pas juste physiquement, parce que moi, je pense que la force... c'est entre les oreilles avant tout. C'était mon prochain sujet. Hugo, tu me voles les mots de la bouche parce que je voulais faire le lien entre ton entraînement à toi et l'entraînement d'un gars de moto. Il y a plein de jeunes qui nous écoutent présentement qui espèrent faire une carrière en moto ou peu importe, n'importe quel sport. Et parce que la photo de l'avion m'a fait réfléchir un peu. Je dis tabarouette. Évidemment, c'est incroyable tirer un avion, tu sais, mais mentalement, ça doit être très dur aussi d'y croire, finalement, de dire hey, je vais déplacer un avion avec mes bras, tu sais. Puis le motocross, puis le freestyle motocross, c'est un sport qui est super mental aussi. Quand tu t'en vas sur une rampe, tu dis ok, je vais faire un backflip, puis tu sais pas si ça va marcher. Puis Félix peut te le dire, j'étais avec lui une couple de fois. Tabarouette, c'est un combat mental. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment vécu. Là, ta tête te dit ben ça n'a aucun bon sens ce que tu fais là, mais en même temps, t'as l'autre côté qui te dit non, ça va marcher puis on va le faire. Tu comprends? C'est un combat mental. J'aimerais ça que tu donnes des trucs pour les jeunes qui nous écoutent. Qu'est-ce que toi, t'as intérêt à leur dire à faire ou à ne pas faire finalement dans ce cas-là? J'adore ça ce que tu dis parce que c'est exactement ça. Peu importe la discipline sportive, je te dirais peu importe ce que tu fais, ce que tu vas emmener au sommet, il y a peu de personnes qui sont capables de le faire. Et c'est là. Tu sais, quand on parle... C'est là la différence. La différence, là, il y a une différence entre croire et croire. Mm-hmm. Donc, c'est ton commitment. Là. Oui. C'est bien... Croire, là, c'est facile de le dire. Mais de le vivre, c'est bien... Tu le sais, là, toi, t'es capable... Je t'écoutais parler, là. On fait pas la même discipline sportive. Non. Mais c'est exactement la même affaire. Combien de gens qui sont venus me voir pour me dire ça, c'est impossible. Tu peux pas faire ça. Puis là, à un moment donné, il faut que tu embarques dans un mode où ce que impossible, là, non, ça se peut pas. Puis en même temps, c'est un peu ça qui te tue. C'est ce qui a tué ma carrière. Si à un moment donné, j'aurais eu un peu plus de break, puis je l'aurais mieux géré ou j'aurais été mieux entouré, il y a des erreurs. Je me suis blessé à cause de cette attitude-là. Parce que tu deviens Superman. Parce que tu voulais trop tout faire, tout le temps, trop vite. Ben, c'est parce que il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas de limite. C'est bien, moi, si tu me dis t'es pas capable de faire ça, c'est un challenge. Chose à ne pas dire. T'es pas capable de lever ça. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Moi, je vais te dire, accote-toi contre le mur, puis pousse le mur. Là, tu vas pousser, tu vas dire, ça bougera pas. Nous autres, c'est ça. Je vais pousser, ça bouge pas, je vais pousser encore plus fort. Quand tu lèves une voiture, tu commences pas par lever le pneu de secours, tu commences pas par lever le pare-choc. Tu t'agrippes après ça, puis là, il faut que tu le lèves. Tu vas forcer jusqu'au temps que tu le lèves. Quand ça va lever, ça vient de me donner le degré d'effort que je dois mettre pour être capable de le bouger. Ça, c'est rendu mon gauge. C'est fou, hein? Fait que c'est exactement ça. Comme toi, avant de faire une figure ou d'essayer des choses, à un moment donné, tu dis, crime, c'est impossible. Il y a du monde autour de toi qui dit c'est impossible. Là, tu dis, non, impossible, je vais le faire. Et là, tu dois te creuser les méninges, puis tu dois y croire. Parce que la seule différence entre le premier et le deuxième, c'est celui-là qui le veut le plus. Ben oui. C'est tellement vrai ce que tu dis, là. Puis, tu sais, bon, vous êtes dans deux domaines complètement différents. Moi, j'ai fait du patinage artistique toute ma vie, qui est un autre domaine complètement différent. Puis c'est tellement ça, tu sais, souvent, 99% du temps, celle qui gagnait, c'était pas nécessairement la meilleure techniquement, c'était la plus forte mentalement.
Et ça, souvent, les gens, surtout jeunes, quand on vieillit, on comprend plus, là, mais quand on est plus jeune, ado, c'est le genre de notion qu'on ne prend pas en considération. L'éducation est important, ton entourage. Oui, vraiment. Moi, je me considère un peu chanceux parce que je viens d'un environnement où j'ai choisi de devenir un champion. Mais j'avais pas une culture de champion autour de moi. Mais tu le savais que tu étais pour devenir champion? Moi, à 12 ans, j'ai dit à ma mère un jour, mettre l'homme le plus fort du monde. Wow! Puis j'avais rien. Je viens d'un petit village, 800 habitants, pas de gym. J'ai construit mon propre gym. Hey, à 12 ans? À 13 ans. Ça, c'est du commitment. T'as pas de gym, mais c'est pas grave. Tu vas venir, t'as décidé que t'étais pour être le plus fort du monde, puis tu vas en faire un. S'il faut faire un gym, tu vas en faire un. Mais ça a marché, c'est ça le pire, c'est que ça a marché. Mais là, c'est là, quand ça s'est mis à fonctionner, tu doutes souvent. Tu me parles d'avoir un message, j'avais un message à donner. C'est correct de douter. Mais il faut pas que tu arrêtes d'avancer, puis il faut pas que tu arrêtes de rêver. Puis il faut pas que tu laisses tes doutes prendre le dessus. Des échecs, c'est normal, on en vit tous, puis vous allez en vivre. Mm-hmm. Mais une chose est certaine, si tu n'essayes pas, il se passera rien. Puis, le meilleur exemple, c'est un bébé avant de marcher, là, combien de fois qu'il essaie de se lever, puis de marcher, puis qu'il est tombé. Il faut pas que tu calcules le nombre de fois que ça te prend pour réussir. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que tu réussisses. Puis, je le vis maintenant à un autre niveau parce que à travers ma relation avec mon garçon, c'est ça que tu essaies d'y inculquer. C'est qu'à un moment donné, la réussite, c'est pas un accident, puis c'est pas un coup de chance. Non. La vraie réussite, là, c'est du travail, c'est de l'acharnement, c'est de la discipline, c'est des larmes, c'est des jouets, c'est plein d'émotions que tu vas vivre. Et c'est ça qui va faire la différence entre le gagnant puis le perdant. Oui, c'est drôle parce que c'est tellement des notions qui sont plus vraiment à mode, ça. Juste du hard work. Juste y mettre le temps que ça prend, les heures. Ces affaires, on dirait, on est dans une société aujourd'hui que tout est rapide, tout est instantané, pif-paf, réseaux sociaux, puis tu sais, on est des Star is Born, là, mais à la base, moi, je suis tellement un fan de ça. Écoute, c'est du travail, c'est du hard work, hardcore. That's it, that's all. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de shortcut. Puis t'as vu, c'est ça. Mon brand, c'est de même que je le vois. Puis moi, je vois ça, que ce soit en affaires ou que c'était dans le sport, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ah, j'aime ça. Mm-hmm. Moi, je suis là pour rester. Ça, j'aime ça. Tu veux pas être la saveur du mois. Ben, il me dit tout le temps, t'as pas envie d'être, tu sais, la saveur du mois. Le Big Mac, c'est peut-être pas le préféré, mais il est là, ça fait des années. C'est pas le plus gros vendeur de Big Mac, mais il est là depuis 75 ans. Oui. La saveur du mois, elle arrive pendant un mois, elle est hot avant, à côté. Puis après ça, elle disparaît. Elle disparaît après ça. Ça, j'en ai vu, puis je suis sûr que t'en as vu plein de cas comme ça arriver dans ton milieu. Tout le monde parle d'eux, il y a un petit boss, blablabla, puis t'es comme, hein, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis là, tu te reposes des questions un petit peu, mais finalement, pas longtemps après, ben, peu importe, ils sont disparus. Puis moi, j'en ai tellement vu arriver puis repartir comme ça dans le milieu de la moto. Puis un de mes amis m'avait dit, c'est une saveur du mois, ça. C'est comme tellement une belle analogie, je trouve. Puis c'est vrai dans tous les domaines. Mais en même temps, ça dépend c'est quoi ta motivation. Malheureusement, tu l'as mentionné tantôt, il y a des valeurs qui se perdent puis qui sont moins populaires. Oui, oui. Puis là, ben, c'est toujours l'appât du gain. Oui. Puis le fame. Le facile. Puis tu sais, tu vois tous les trucs aujourd'hui. Je voyais ça sur Instagram hier. Il y a un gars en moto que lui, il vend des espèces de coaching, comment vendre, puis comment aller toucher des commissions, puis en faisant pas grand-chose avec du online, puis tout ça, puis j'étais comme, ben voyons donc, puis j'en vois plein passer comme ça, puis mais le gars, ce qui m'a un peu frappé, c'est que le gars, c'est un gars de motocross, puis il prend la recette que plein d'autres so-called businessmen ont fait de finalement ce qu'ils vendent, c'est des... C'est la nouvelle mode. Oui, c'est qu'ils vendent des forfaits comme ça, tu payes entre 100 et 600 pièces par mois pour apprendre à vendre puis à faire des grosses commissions, puis tout ça en ligne, puis c'est supposé être bien facile. Puis l'histoire du gars qui il a lâché sa job parce qu'il aimait plus ça, puis maintenant il fait ça. Mais ça m'a frappé, je dis, ben voyons donc, je peux pas croire que ce modèle-là est rendu dans le monde du motocross. Un gars qui... C'était ça le truc. Le gars, j'ai une belle vie maintenant, je suis pas un pilote pro, mais je vis maintenant de ce système-là que j'ai appris. Maintenant, je vais vous le montrer, puis je vais... ça va te coûter entre 100 et 600 pièces par mois, by the way. Mais je vais te le montrer, puis tu vois, c'est super facile. Puis tu vas rester sur le bord de la piscine ou aller à la piste de motocross, puis pouvoir faire ça comme ça, puis vendre des trucs Instagram, des trucs comme ça. Tu sais ce qui est triste là-dedans? C'est que tu prends avantage
de la faiblesse des gens. Ben oui, Mais À vouloir tout tellement. avoir facile sans faire de l'effort. Moi, ce que je vends, là, c'est plate, là. Mais c'est la vraie affaire. Puis tu sais, T'auras pas de cadeau, c'est de l'effort, c'est du travail, tu vas suer, tu vas avoir de la misère, mais moi, je vais être là puis je vais t'aider. mais ce que tu dis, c'est vrai. Puis je suis sûre que demain matin, là, tu vendrais genre, OK, je vous explique dans un e-book, ça te coûte $19,99 comment bencher 500 livres. Puis malheureusement, t'en vendrais, tu sais. On dirait que les gens cherchent ça, mais il n'y en a pas de secret, tu sais. On n'apprend pas à bencher dans un e-book, à ce que je sache, là. Le seul moyen pour que je le vende, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une genre de formule magique qui va le créer. Parce que, pour être honnête, là, je pense que tu peux amener tout le monde à devenir le plus fort de ce qu'ils peuvent être. La seule affaire, c'est que ça va te prendre du temps. Et c'est là la faiblesse des gens. C'est là la Les gens différence. veulent pas prendre de temps. Tellement Ils veulent vrai. tout avoir tout de suite. Donc, c'est ça notre société. Achetez maintenant, payez jamais. Même pas payer plus tard, payer jamais. Payez jamais. Ouais, c'est bon, J'adore c'est ça. Wow, Hugo, écoute, merci d'être venu. Déjà, on a fait quasiment 1h15 ensemble. C'est tellement intéressant. Il y a ça plein a de passé vite. trucs Vraiment, que je ne savais pas de toi. Vraiment. D'habitude, le dernier segment, c'est le segment des plugs, mais là, je pense qu'on a passé pas mal au Non, travers. on est correct. Là, on est en Qu'est-ce qui masse. s'en vient pour toi là, dans les prochaines semaines, peut-être prochains mois, des nouveaux shows télé? Qu'est-ce qui s'en vient, mis à part là, un rôle à la télé? Tu nous Ben, disais les tantôt. Renaud du Go. Pas à la télé, un rôle dans un film. Ben, c'est ce que j'ai de quoi en attente. Les Ah Renault- oui? Ouais. C'est Oh. que on attend le financement, donc ça serait pas pire, ce serait un deuxième rôle, ça serait pas mal plaisant. On te le Puis, Ça souhaite. serait quoi ton personnage? Je ferais un méchant. Ben oui. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça serait pas pire, là. Sérieusement, là, moi, je trouve ça pas pire, ça m'allume. Il y a d'autres projets aussi. On a les Renault d'Hugo, dont on va reprendre les tournages pour la 6e saison. Ça, j'ai pas mal de fun avec mon chum Kevin à faire ça. Ensuite, on a un nouveau show qui s'appelle La Force d'un village qui va être tourné finalement le printemps prochain Ok. à cause de la pandémie. Donc, ça a été remis. Ça devait être à l'automne, ça, je pense. On devait tourner là. Là, ok. Ouais. Puis là, finalement, on devait tourner à l'automne. Puis là, pour des questions de disponibilité et d'agenda, c'est remis au printemps. Tu sais, ma vision face à ça, c'est il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment, il y a juste des moments, puis c'est toi qui vas décider qu'est-ce qui va arriver avec ces moments-là. Puis tout ce qui va se présenter devant moi, ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas être vrai demain. Puis je pense qu'on vient de le vivre avec toute la situation Ouais. autour du coronavirus. Donc, je pense qu'il y a plein de belles affaires qui s'en viennent parce que je suis en train de faire les affaires que je dois faire aux endroits où je dois être. Puis quand tu es là, ben, tu rencontres les gens que tu dois rencontrer. Très hâte, très hâte. Bien dit. Andréane, la pro des réseaux sociaux, merci. Ça m'a fait plaisir. C'est toujours très agréable. Ben oui, où c'est qu'on peut te retrouver sur les Ben moi, les c'est pas internets? compliqué. AA Blais. Vous marquez ça Facebook, Twitter, Instagram, name it, mon site internet, AA Blais. Alcoolique anonyme bleu. Alcoolique anonyme bleu. C'est ça. Wow, OK. Bon, mais hey, merci. Ça m'a Hey, fait plaisir. on va se rejaser. On va parler de ton brand puis où c'est qui est en vente. On Il va falloir va... que tu reviennes. Ouais, Alors, ça me fait plaisir. J'ai adoré ça. Ça a passé super vite. Vraiment? Je pense que c'est le le Rockstar. rockstar. Yes! Merci tout le monde. On se reparle Merci. bientôt. Ciao.